Lead Heating and Ventilation chez Buildwise. Vous savez sans doute, Buildwise, c'est l'institution de référence pour la recherche appliquée, le conseil et la diffusion des connaissances dans le secteur belge de la construction. Buildwise était connu anciennement sous le nom de CSTC, Centre scientifique et technique de la construction. Alors, nous avons à peu près 2 heures pour faire cette présentation et répondre aux questions. Comme vous l'avez peut-être vu, la réunion va être enregistrée. Donc, vous pouvez couper votre caméra si vous ne souhaitez pas apparaître dans l'enregistrement. Mais pour l'orateur, c'est souvent mieux de voir les participants. Donc, je laisse cela à votre discrétion. Alors, tout d'abord, on va présenter quelques slides d'introduction, ce qui permettra aux derniers participants de se joindre à nous. Voilà, j'espère que vous voyez mon écran. Apparemment, le slide ne passe pas. Toujours pas? Actuellement, c'est un écran noir. C'est un écran noir. On va recommencer. Hein. Est-ce que c'est mieux ainsi? Oui, c'est bon. Ah, cette fois, c'est bon. OK, magnifique. Donc, tout d'abord, quelques conseils pratiques pour le bon déroulé du webinaire. Je vais vous demander d'éteindre votre micro pour ne pas avoir des interférences entre participants. Alors, les questions-réponses seront plutôt à la fin du webinaire pour ne pas ralentir ou interrompre l'exposé. Et vous pourrez à ce moment-là lever la main ou déposer des questions dans la chat box. Et merci aussi de ne pas sélectionner les options qui vous permettraient de prendre le contrôle de l'écran ou partager votre écran. Alors, à la fin du webinaire, il y aura une petite évaluation, un petit formulaire d'évaluation qu'on vous demandera de bien vouloir remplir. C'est important pour nous. Alors, avant de démarrer, quelques rappels sur qui est Bruxéo et ce que nous faisons, et particulièrement dans le domaine de l'énergie. Donc, Bruxéo, c'est la confédération représentative des entreprises à profit social bruxelloises qui regroupe des institutions publiques et privées actives, par exemple, dans les soins de santé, l'action sociale, l'éducation, l'enseignement, l'aide à domicile, l'insertion, etc. Alors, le slide, si ça veut bien. Excusez-moi, le slide ne passe pas. Voilà. Donc, nous proposons différents services aux ASBL bruxelloises, à commencer par l'énergie, puisque aujourd'hui nous sommes là pour un sujet lié à l'énergie. Et puis, si on va dans le sens des aiguilles d'une montre, nous aidons également les ASBL à se digitaliser, c'est le service DigiBrux, à travailler sur les aspects de diversité et inclusion. Nous offrons un service également de support juridique et économique. Et enfin, nous avons également une action sur l'aide aux ASBL pour réduire leur empreinte carbone. Alors, pour ce qui est du service énergie, nous offrons de façon générale un coaching énergétique pour les ASBL. C'est dans le cadre de ce qu'on appelle le PAC Énergie, qui est une activité soutenue et subsidiée par Bruxelles Environnement. Donc, c'est subsidié, tous nos services en énergie sont subsidiés par Bruxelles Environnement et de ce fait sont gratuits pour les ASBL qui y font appel. Nous offrons un service bilingue et une expertise technique dans différents sujets. Je vais vous en dire un petit mot ici. Donc, de façon générale, notre méthodologie est la suivante. Donc, nous commençons généralement l'accompagnement d'une ASBL par un diagnostic énergétique, c'est-à-dire finalement un scan de tous les aspects énergétiques liés à votre bâtiment. Donc, pendant une visite d'une demi-journée, nous passons en revue les aspects d'isolation, chauffage,
eau chaude sanitaire, ventilation, éclairage, les inconforts thermiques, le potentiel photovoltaïque. Et sur cette base, on vous transmet un rapport qui priorise les mesures à mettre en œuvre avec une estimation de coût et un potentiel d'économie d'énergie. Et puis, on vous suggère également toute une série de quick wins qui sont des mesures à investissement très réduit ou même nul et qui vous permettent déjà de faire des économies d'énergie. Ensuite, on vous aide à élaborer un plan d'action et on vous aide à faire un suivi régulier de vos consommations pour que vous puissiez mesurer ce que vous dépensez et quel est l'impact des mesures que vous prenez. D'autres services sont le check-up chauffage et ventilation. Alors là, on part du constat qu'en général, 20 à 30% de la facture d'énergie, ce sont des dépenses inutiles à cause d'installations techniques mal réglées. Et donc, on vous propose un check-up gratuit de votre installation de chauffage, par exemple, de façon à vous aider très vite à réduire votre consommation. On fait des campagnes de mesure de température sur vos installations et même on forme une personne de votre organisation pour que vous soyez à même de faire le suivi vous-même après. Le service d'assistance travaux vous aide lorsque vous avez un projet, isolation, remplacement de chaudière, photovoltaïque, et que vous ne savez trop par où prendre le problème d'un point de vue technique ou d'un point de vue démarche. Donc, on vous aide aux différentes étapes de votre projet. Et enfin, nous avons une sensibilisation énergétique ou une animation énergétique où nous venons réaliser dans vos locaux une animation sur le thème de l'énergie avec votre personnel et nous mettons en évidence des actions dans le sens de l'utilisation rationnelle de l'énergie. Donc voilà toute une série de services que nous vous offrons gratuitement. Il vous suffit de vous inscrire sur le site web de Bruxelles. Pour votre attention, tant différents participants nous ont rejoints. Et il est temps de laisser la parole à Samuel pour l'exposer sur la qualité de l'air intérieur et la ventilation. Merci bien. Je vais commencer par partager mon écran. Est-ce que vous voyez bien mon écran? Ok, parfait. Eh bien, on va directement démarrer alors parce qu'on a pas mal de choses à voir ensemble, à expliquer. Donc, ce webinaire sur la ventilation et plus généralement sur la qualité de l'air à l'intérieur des bâtiments et pour les bâtiments dont vous êtes responsable. Ce webinaire a plusieurs objectifs. D'abord, comprendre un petit peu le contexte de la qualité de l'air, pourquoi la qualité de l'air est importante, et les contextes réglementaires aussi. Vous allez voir tout à l'heure qu'il y a plusieurs réglementations qui concernent la qualité de l'air et la ventilation dans les bâtiments. Ensuite, on va aborder un peu deux aspects. Pour les bâtiments qui sont déjà équipés d'un système de ventilation ou pour lesquels on pourrait installer un système de ventilation, je vais vous montrer un certain nombre d'éléments importants pour atteindre des systèmes de ventilation qui sont performants et qui sont efficaces, qui sont optimisés. Et puis dans le cas où il n'y a pas de système de ventilation dans le bâtiment, on va un petit peu voir comment on peut s'en sortir dans une période peut-être transitoire, par exemple avec l'ouverture des fenêtres en attendant l'installation future d'un système de ventilation. Alors, je vais suivre un plan d'exposé assez chronologique. Donc, je vais d'abord parler du contexte, qualité de l'air, polluants et ventilation. Ensuite, des réglementations. On va par après présenter les systèmes de ventilation classiques qui sont utilisés aujourd'hui en Belgique. Et puis, un certain nombre de systèmes innovants qui sont issus d'un projet de recherche en cours chez nous. Il y aura une partie ensuite vraiment sur le système de ventilation lui-même, son installation, sa conception et comment finalement on peut le rendre efficace, l'optimiser. Et puis la dernière partie concernera donc la possibilité d'aérer, de ventiler via l'ouverture des fenêtres et on en montrera aussi ses limites. Donc la première partie concerne donc la qualité de l'air en général, les polluants et la ventilation. Donc pourquoi est-ce que la ventilation est importante? Eh bien, je vais d'abord vous poser la question à vous, à ce stade-ci, avant le webinaire. Quelle est, selon vous, à quoi sert la ventilation? Donc, vous avez la possibilité ici de répondre, je pense, pour une seule réponse.
Pour pouvoir répondre à cette question, vous pouvez scanner le QR code qui se trouve ici au-dessus de l'écran avec votre smartphone et vous aurez accès normalement à l'application qui permet de voter, de répondre à la question. Donc vous pouvez répondre à, je pense pour cette question-ci, une seule réponse. Voilà, je vous invite à scanner le QR code et à répondre à la question. Donc, à quoi sert la ventilation? Est-ce que, selon vous, la ventilation sert à économiser l'énergie? Est-ce qu'elle sert à évacuer les polluants intérieurs? À apporter de l'oxygène pour les occupants, peut-être? Ou encore à contrôler le confort thermique? Est-ce que, par contre, la ventilation sert simplement à respecter les réglementations en vigueur? Ou, éventuellement, est-ce que la ventilation ne sert à rien? Je vous laisse quelques secondes pour répondre. Il n'y a pas il y a pas de point à gagner, c'est juste un petit sondage pour voir où on en est avant ce webinaire. Je pensais que je verrais le nombre de personnes qui ont répondu, mais ça, je ne le vois pas directement. Donc, Samuel, je crois que certaines personnes ont de la peine à scanner le QR code. Tu peux peut-être l'agrandir ou... est-ce que je sais l'agrandir? Ça, c'est une bonne question. Je ne crois pas. Comment est-ce que je peux faire ça? Est-ce qu'il y a un URL peut-être à partager dans le chat qui donnerait accès Ça, à je l'appli? pourrais, oui. Donc, c'est ceci. Ouais. Voilà. Est-ce que ça marche mieux avec le lien? Oui, Le lien fonctionne? pour moi c'est bon. Ok. Voilà, n'hésitez pas à cliquer sur le lien, donc à répondre à la question. Donc c'est accessible soit via le QR code avec un smartphone, soit avec le lien directement sur votre ordinateur. Bon, et bien apparemment, il y a quand même des réponses différentes. J'attends encore quelques secondes peut-être. Le piège ici, c'est que vous ne pouvez répondre qu'à une seule réponse, pardon. Ce n'est pas permis d'en proposer plusieurs. Mais donc effectivement, la réponse la plus pertinente pour cette question, c'est effectivement pour évacuer les polluants. Euh, Économiser l'énergie, on le verra tout à l'heure, mais ventiler consomme toujours de l'énergie. Par contre, on peut limiter son impact. Apporter de l'oxygène aux occupants, en fait, il y a suffisamment d'oxygène dans les pièces, et même, elle est plutôt même en excès, donc c'est plutôt un problème de polluants. Et si on parle du CO2, par exemple, c'est plutôt l'excès du CO2 que le manque d'oxygène qui pose problème. Le confort thermique est parfois lié à la ventilation, mais c'est plutôt dans le cas où on a un système qui combine ventilation, chauffage et refroidissement, donc c'est pas directement à la ventilation en elle-même. Et puis bien sûr, on doit respecter les réglementations, mais derrière ces réglementations, il y a un objectif de qualité de l'air et donc qui est d'évacuer les polluants. Merci pour cette réponse. Je vais passer à la suite. Hop, si ça veut bien passer. Voilà. Donc, maintenant, je vais m'intéresser un petit peu aux sources de polluants intérieurs, donc pour lesquels on parle de qualité de l'air et pour lesquels il est nécessaire donc de les évacuer, notamment avec la ventilation. On a d'abord ce qu'on appelle les bioeffluents, donc ce sont les polluants qui sont émis par les personnes. Ça peut être des odeurs, mais ça peut être aussi des polluants chimiques, des composés qui sont pas complètement oxydés, qui sont émis par les personnes. On n'en est pas toujours conscient et pour lequel le CO2, dont on parle beaucoup, est un bon traceur. Le CO2 en tant que tel n'est pas nécessairement un polluant directement toxique ou concentration dans les bâtiments, mais c'est un bon traceur de la présence des personnes et donc d'autres polluants et odeurs qui sont émis par les personnes qu'on appelle les bioeffluents.
Il y a ensuite, dans certains contextes, émissions d'humidité, certainement dans le résidentiel, dans les salles de bain, etc. Dans les bâtiments non résidentiels, il peut y en avoir aussi dans les sanitaires, en fonction des activités, suite aux activités de nettoyage, par exemple. Lié à l'humidité, il y a des risques de développement de moisissures. Et puis, il y a aussi éventuellement certaines odeurs qui sont émises par des activités, notamment les activités de nettoyage, par exemple. Et puis, il y a un grand groupe de polluants qui est très important, qui sont les polluants émis par différents matériaux, que ce soit les matériaux de construction, comme les matériaux de finition, les revêtements de sol, éventuellement les peintures, etc. Mais pas uniquement par les matériaux de construction, aussi par le mobilier et par un certain nombre d'équipements. Par exemple, par les imprimantes, les photocopieuses, les meubles en bois qui contiennent des cols, les parfums, les désodorisants, etc. Tous ces produits, matériaux et équipements peuvent émettre des polluants qui peuvent être problématiques pour le confort, mais aussi pour la santé des personnes. Et donc ces polluants, d'une manière générale, l'approche qu'on va suivre, c'est qu'on va essayer de les éliminer à la source. Ça ne vous concerne peut-être pas directement, mais dans les milieux industriels où on a vraiment des polluants qui sont toxiques, on va travailler par exemple sous une hotte pour éviter la diffusion du polluant et l'inhalation du polluant par le travailleur ou par le technicien. Mais dans le contexte plus général des bâtiments de bureaux, des logements, etc., l'approche peut être la même. On va essayer d'éviter autant que possible les polluants d'une part, et puis ceux qu'on ne peut pas complètement éviter, on va essayer de les évacuer, de les éliminer à la source. Par exemple, la fumée de tabac, depuis un certain nombre d'années, il est interdit de fumer dans les lieux de travail, par exemple. Donc ça, c'est une mesure à la source. Il y a ensuite un certain nombre de sensibilisation des occupants. L'utilisation de bougies, d'encens, etc. dégage beaucoup de polluants. Il suffit de ne pas les utiliser, en tout cas dans un contexte professionnel, par exemple. Dans le cas où on a une cuisine ou que ce soit une cuisine de petite échelle ou une cuisine pour une cafétéria ou pour d'autres applications, en général, on a une hotte de cuisine qui va évacuer les polluants directement là où on cuisine. Il faut savoir que la cuisson de certains aliments, comme j'ai repris par exemple 2 photos ici, la cuisson de viande ou d'autres génère pas mal de polluants, notamment des particules fines. On parle beaucoup des particules fines de l'extérieur, de la combustion, etc. Mais cuisiner certains aliments émet aussi des particules fines qui, si on n'a pas une hotte efficace, sont répandues dans la pièce. Et puis enfin, il y a d'autres polluants encore qui nécessitent des actions d'un autre type, vraiment au niveau structurel, construction et du bâtiment. C'est par exemple le radon, mais je pense que la région de Bruxelles est peu concernée par le radon. Et puis, il y a quelques années maintenant, le temps passe vite, on a été tous très fortement impactés par un polluant un peu supplémentaire qui est venu nous embêter, qui était un virus, en l'occurrence le Covid. Et ce polluant, effectivement, bien sûr, il y avait déjà des polluants de ce type-là avant, hein, comme par exemple le virus de la grippe, mais on y était moins sensible. Et finalement, cette crise qui a été quand même d'assez grande envergure a mis en évidence ce polluant supplémentaire émis par des personnes et pour lesquelles la qualité de l'air, la ventilation ont un rôle à jouer. Alors notamment ce virus, mais c'est valable aussi pour la grippe, est émis par les personnes de différentes manières, mais notamment dans l'air qui est exhalé par les personnes et associé à différentes gouttelettes de différentes tailles. On a beaucoup parlé dans les médias des grosses gouttes qui vont tomber à cause de leur taille, de leur poids sur des distances assez courtes. Oui, c'est un volet. On a peut-être beaucoup moins parlé dans les médias, mais en fait, le moyen de propagation le plus important qui a été mis en évidence par les scientifiques au niveau international pendant la crise du Covid, c'est plutôt les aérosols de plus petite taille, qui eux ne vont pas tomber au sol au bout de 50, 100 ou 150 cm, mais vont plutôt rester en suspension dans l'air pendant de longues minutes, voire de longues heures. Et c'est là que la ventilation joue un rôle important pour éliminer ces aérosols et pour diminuer leur concentration, et donc diminuer l'exposition des personnes à ces aérosols. Donc c'était valable pour le Covid, mais c'est valable chaque hiver et toute l'année pour tous les autres virus tels que la grippe ou d'autres virus respiratoires. Et donc, par rapport à cette liste de polluants que je vous ai présentée il y a quelques minutes, on peut maintenant rajouter un qui est la famille des polluants biologiques liés à des maladies de l'homme, virus ou bactéries, pour lesquels on doit aussi gérer la qualité de l'air et évacuer ces polluants.
Alors, pour atteindre une bonne qualité de l'air dans un bâtiment, il y a une approche notamment qui est basée sur 3 piliers principaux. Le premier pilier, ici tout au-dessus, c'est de contrôler les sources, c'est-à-dire d'essayer d'éviter la présence de polluants dans le bâtiment. On peut par exemple choisir certains matériaux de construction ou certains équipements de mobilier qui sont peu émissifs, qui vont émettre moins de polluants, du mobilier en bois qui contient moins de colle par exemple. Ça, c'est vraiment éliminer la présence ou la source de polluants directement à la source. Le deuxième pilier, c'est d'évacuer ces polluants. Une fois qu'ils sont à l'intérieur, ceux qu'on ne peut pas éliminer à la source, on va les évacuer, notamment avec la ventilation. On va voir s'il y a d'autres possibilités que la ventilation. Et puis le troisième pilier, c'est évidemment d'éviter l'entrée d'air de polluants éventuellement extérieurs. C'est vrai que dans les médias, on parle peut-être plus souvent des polluants de l'air extérieur que de l'air intérieur. Donc il y a aussi des polluants dans l'air extérieur qui peuvent aussi être éliminés à la source à long terme, etc. C'est un autre débat. Mais en général, la ventilation et les mesures de gestion de la qualité de l'air utilisent l'air extérieur comme air neuf, sachant qu'il y a beaucoup plus de polluants problématiques à l'intérieur qui s'accumulent et qui sont liés aux sources dont j'ai parlé. Il n'empêche que dans cette approche globale de qualité de l'air, le troisième pilier est éventuellement de limiter aussi l'entrée de ces polluants extérieurs. Ça nécessite d'avoir un bâtiment qui est étanche à l'air, sinon on ne maîtrise pas ce qui rentre et ce qui sort par les fuites du bâtiment. Et également, on peut jouer sur la filtration, par exemple pour filtrer en partie les particules fines, les pollens, etc. Donc ça, c'est un peu les 3 piliers clés d'une bonne qualité de l'air intérieur dans nos bâtiments. Alors, comment est-ce qu'on va évacuer ce polluant? J'ai déjà parlé plusieurs fois de ventilation, mais vous allez me dire, il n'y a peut-être pas que la ventilation. On peut compter peut-être sur les fuites dans l'enveloppe du bâtiment, les in- et exfiltrations. On va voir si c'est efficace. On peut peut-être compter sur l'ouverture des fenêtres, ou encore, plutôt que d'évacuer les polluants à l'extérieur, on pourrait dire, bah, tiens, j'ai déjà entendu parler de purification d'air, qu'est-ce qu'il en est? On va passer quelques minutes pour aborder ces différentes pistes dont on parle parfois. Alors les fuites dans l'enveloppe du bâtiment, évidemment, ici la photo est un peu provocante, extrême, mais même dans un bâtiment où il y a de légères fuites autour des châssis, par exemple, ou à certains endroits de l'enveloppe, en fait, ces fuites sont tout à fait incontrôlées, donc elles sont complètement inefficaces pour assurer une bonne qualité de l'air. Elles sont non contrôlées parce qu'on ne sait pas où elles se trouvent, ces fuites. Il peut peut-être y avoir beaucoup de fuites à certains endroits au niveau d'une porte d'entrée et pas du tout dans la pièce dans laquelle on réalise des salles de réunion, par exemple. Mais elles ne sont pas contrôlées dans le temps non plus. Les fuites vont apporter un certain renouvellement d'air quand il y a beaucoup de vent, par exemple. Et puis les jours où il y a peu de vent, peu de différence de température entre l'intérieur et l'extérieur, il n'y a plus aucun débit qui passe par ces fuites. Donc globalement, ces fuites sont vraiment inefficaces, d'autant plus qu'elles occasionnent des pertes d'énergie importantes et surtout non contrôlées. Au niveau des fenêtres, je n'y attarde pas trop à ce stade-ci. Il y a un chapitre, le dernier chapitre de la présentation qui le regardera plus en détail, mais les questions là qu'on peut se poser, c'est OK, est-ce que c'est une ouverture permanente? Est-ce que c'est une ouverture ponctuelle? On parle souvent d'ouvrir quelques minutes toutes les X heures, etc. Est-ce que ça marche vraiment? Vraiment, on le verra tout à l'heure. Ensuite, quelques mots sur la purification d'air, dont vous avez certainement entendu parler pendant la crise du Covid. Euh, c'est certainement une solution qu'il ne faut pas exclure, mais qui aujourd'hui ne peut pas encore remplacer certainement la ventilation. Comme vous l'avez vu tout à l'heure quand je vous ai présenté les différents polluants, en fait, il y a différentes familles de polluants et c'est assez complexe. Il y a beaucoup de polluants différents à l'intérieur. Il y a des polluants sous forme de particules fines, il y a des polluants sous forme de gaz. Et la purification d'air, en fait, il y a différentes techniques et finalement, on a à peu près une technique par famille ou sous-famille de polluants. Il n'y a pas une seule technique qui permet de gérer tous les polluants qu'on peut retrouver à l'intérieur. Et donc, si on voulait appliquer de la purification d'air, il faudrait dans une même machine avoir à la fois de la filtration pour les particules fines, du charbon actif pour les gaz, peut-être des oxydations, etc., avec de l'ozone pour d'autres polluants, encore de l'UV pour les polluants biologiques. Et toutes ces techniques, il faut les contrôler, il faut les entretenir. Une des difficultés, par exemple, c'est qu'un filtre à charbon actif qui peut retenir en partie les polluants gazeux, une fois qu'il est saturé, il ne fonctionne plus du tout. Et on ne sait pas quand il est saturé, et ça va dépendre évidemment de la quantité de polluants qui est présent dans la pièce. Donc, ces techniques existent.
il ne faut pas forcément les exclure aujourd'hui, mais en tout cas, c'est certainement pas la solution miracle et c'est plutôt à utiliser de manière complémentaire ou éventuellement dans une phase de transition en attendant de pouvoir installer un système de ventilation complet et performant. Et donc la dernière solution, c'est la ventilation et je vais maintenant parler beaucoup plus de ventilation dans la suite du webinaire. Alors la ventilation, c'est quoi? Ben donc c'est effectivement, le but c'est d'évacuer les polluants intérieurs, donc en assurant un renouvellement d'air entre l'extérieur et l'intérieur. Donc on va d'abord avoir une évacuation de l'air pour extraire les polluants de l'air intérieur vers l'extérieur. Et cette extraction est compensée par un apport en air neuf provenant de l'extérieur, donc par une alimentation. On va généralement réaliser cette alimentation en air dans les espaces de vie, bureaux, salles de réunion, etc. Et l'évacuation plutôt dans les espaces de service comme les cuisines, s'il y en a dans le bâtiment, les sanitaires et autres. Alors, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que la ventilation, elle est plus efficace que les autres solutions qu'on vient de voir, mais elle a néanmoins ses limites. Et il faut comprendre notamment que la ventilation fonctionne par dilution. Je vais faire une petite analogie ici avec une baignoire qui serait à moitié remplie d'eau et qui est en continu alimenté avec l'eau. Le robinet est ouvert et on n'a pas mis le bouchon et en continu, il y a un renouvellement de l'eau de cette baignoire. Si maintenant dans cette baignoire, j'ajoute un colorant bien visible, il va se mélanger et ça va colorer l'ensemble de l'eau de la baignoire. Mais après cet événement de coloration avec un colorant, c'est pas en quelques secondes que l'eau va être renouvelée et purifiée à nouveau. Il faudrait éventuellement vider complètement la baignoire pour évacuer complètement le polluant, ce qu'on ne peut pas faire avec l'air dans une pièce. On ne peut pas vider complètement la pièce de son air. Et donc, la ventilation, ça fonctionne de la même manière. Ça va fonctionner par dilution, c'est-à-dire que petit à petit, on va diluer le colorant dans la baignoire ou les polluants dans une pièce avec de l'air neuf avec l'air qui est évacué, mais donc c'est un processus qui prend un certain temps. Et donc en ventilation, généralement, on a un mélange dans la pièce de l'air neuf avec l'air présent dans la pièce et donc avec les polluants présents dans la pièce. C'est cet air neuf qui dilue le polluant et donc il y a un effet sur sa concentration qui va diminuer sa concentration. Et puis l'extraction permet de compenser cet apport en air neuf et donc on a au final un équilibre entre la concentration en polluant et un débit de ventilation. Ici, un petit graphique qui vous montre, par exemple, ce qui pourrait se passer. Ça pourrait être du CO2 dans une salle de réunion, par exemple. Eh bien, le matin, quand il n'y a encore eu personne dans cette salle de réunion, imaginons ici que c'est une salle de réunion équipée d'un système de ventilation avec un certain débit, et donc on va avoir une certaine concentration d'équilibre entre ce débit et la concentration en polluant. Donc initialement, il n'y avait pas de personnes et donc il n'y a pas de polluants qui sont émis par ces personnes. Donc on est à zéro. Dans le cas du CO2, il y a la concentration de base, mais peu importe, ici c'est le delta par rapport à cette concentration de base, par exemple. Et donc, si il y a d'abord des réunions dans cette salle de réunion et des personnes qui sont présentes, la concentration va progressivement augmenter pour atteindre finalement un plateau. Et donc, cette concentration d'équilibre qui dépend directement du débit qu'on aura dans cette salle. Et puis, si la salle, à un moment donné, n'est plus occupée par personne, eh bien, il faudra de nouveau un certain temps pour redescendre à une concentration faible ou la concentration de base. Et donc, ça montre bien cet effet de la dilution de la ventilation. Donc, la ventilation, c'est un processus en continu qui prend du temps et qui est plutôt lié à un équilibre entre un débit et des concentrations en polluants qu'on essaye de contrôler donc grâce à la ventilation. Voilà, ça c'est un peu la vue d'ensemble de la ventilation et comment ça fonctionne. Maintenant, quelques éléments sur les réglementations qui sont en lien avec la qualité de l'air et la ventilation. Il y en a plusieurs et je vais d'abord vous demander si vous les connaissez. Donc, il y a trois réglementations dont je vais parler maintenant. Il y a d'abord la PEB, Performance énergétique des bâtiments, le Code du bien-être au travail, qui concerne les lieux d'entreprise et les lieux où se trouvent des employés. Et enfin, la loi du 6 novembre 2022, c'est une loi très récente sur la qualité de l'air dans les lieux ouverts au public. Donc, de nouveau, vous pouvez soit scanner le QR code, soit cliquer sur le lien dans le chat pour indiquer, ici vous pouvez répondre à plusieurs réponses pour indiquer quelle réglementation vous connaissez déjà. Je vois que beaucoup de gens connaissent bien la PEB, un peu aussi le Code du bien-être au travail, et personne ne connaît la loi du 6 novembre 2022, donc on va pouvoir en parler un petit peu. Bien, je commence maintenant par la PEB. Donc la PEB, vous la connaissez déjà bien.
semble-t-il. Donc c'est une réglementation qui est régionale, qui vise surtout la consommation d'énergie, mais pour laquelle il y a un aspect aussi qualité de l'air et ventilation. Cette réglementation s'adresse aux propriétaires des bâtiments et en priorité des bâtiments neufs, donc des nouvelles constructions, et dans certains cas des rénovations lourdes, selon les définitions des 3 régions. Alors ça concerne les bâtiments résidentiels, mais pas uniquement, aussi tous les bâtiments non résidentiels, sauf les bâtiments industriels. Mais donc tous les autres bâtiments sont concernés, bâtiments neufs et rénovations lourdes, sont concernés par la PEB, donc que ce soit des bureaux, des écoles, tous les lieux d'enseignement, les commerces, le soin de santé, paramédical, etc. Alors la PEB, elle a différentes exigences au niveau de la ventilation en termes de débit d'une part et de système de ventilation d'autre part. Donc il y a 4 systèmes de base qui sont autorisés dans la PEB. Et il y a une exigence de débit de 22 mètres cubes par heure et par personne qui est combinée à des règles pour estimer le nombre de personnes en fonction du type d'espace. Donc par exemple dans un bureau, ben, la PEB prévoit que en principe on devrait avoir maximum une personne par 15 mètres carrés. Et donc en fonction de la surface du bureau, si on a un bureau de 60 personnes, ben, même si ce bureau n'est occupé dans les faits que par une seule personne, la PEB impose de considérer que le bâtiment, le système de ventilation doit être capable d'assurer la qualité de l'air pour 4 personnes. Et donc 4 fois 22 mètres cubes par heure par personne, ça fait 88 mètres cubes par heure et par personne. Donc c'est le débit à mettre en œuvre pour être conforme à la PEB dans un bureau. Je vous ai mis ici le lien vers les textes réglementaires en région bruxelloise qui contiennent notamment ce tableau qui reprend donc toutes les valeurs de mètres carrés par personne et qui permettent donc de déterminer finalement quel débit en fonction du type d'espace, que ce soit bureau, hôtel, horeca, commerce, loisirs, médical, enseignement, etc. Je vous laisserai regarder ça en détail si vous êtes concerné. Ça, c'était la PEB, que vous connaissez probablement déjà bien. Deuxième réglementation, c'est le Codex sur le code du bien-être au travail. Donc, il y a une réglementation qui s'applique aux employeurs. Et là, ça concerne tous les bâtiments. C'est indépendant du bâtiment, en fait, quel que soit le bâtiment, qu'il soit neuf ou existant. À partir du moment où une entreprise, des employés sont présents et un employeur est concerné, cette réglementation s'applique. Alors cette réglementation, elle ne couvre pas que la qualité de l'air et la ventilation, bien sûr, elle concerne tous d'autres aspects de sécurité, de confort, de bien-être, etc. Mais donc il y a un volet dans le livre 3 sur l'aération et qui fixe un certain nombre d'exigences et de principes. Donc, comme je l'ai dit, cette réglementation s'applique à l'employeur, pas directement au bâtiment. Mais du coup, indirectement, il y a quand même des aspects techniques liés au bâtiment, à la ventilation, et donc sont concernés aussi le propriétaire du bâtiment et tous les professionnels de la construction et des installations techniques qui vont concevoir, installer, entretenir les systèmes de ventilation dans ces bâtiments. Mais juridiquement, la réglementation s'applique à l'employeur. Alors cette réglementation sur les lieux de travail contient 3 volets. D'abord, le principe d'une analyse des risques. Donc l'idée, c'est que dans un lieu de travail existant, où il y a déjà un bâtiment existant, des employés qui sont présents, on peut faire un état des lieux au temps zéro. C'est ce qu'on appelle l'analyse de risque. Je vais en parler dans 2 petites minutes. Ensuite, il y a des exigences concrètes de qualité de l'air exprimées soit sous forme de CO2, soit sous forme de débit, auxquelles on est censé être conforme. Et si on n'est pas conforme à ces exigences de CO2 et de débit, eh bien, il y a l'obligation de réaliser un plan d'action pour, à terme, arriver à être conforme à ces exigences de CO2 ou de débit. Alors l'analyse de risque, c'est quoi? Ça peut être réalisé par exemple par un conseiller en prévention pour finalement faire un état des lieux de la situation de départ. Si c'est un bâtiment tout simple avec juste des bureaux, pas de source de polluants particulière, voilà, alors c'est assez simple. Les personnes sont les sources de polluants principales via les bioeffluents. On tient compte aussi évidemment de l'émission des matériaux, etc. Mais il n'y a pas de polluants spécifiques. Par contre, cette analyse de risque pourrait mettre en évidence des polluants spécifiques tels que la présence d'imprimantes, de photocopieuses, peut-être de certains produits qui sont utilisés dans certaines activités professionnelles. Donc ça, c'est vraiment le but de l'analyse de risque, c'est d'évaluer toutes les sources possibles de polluants et tous les éléments qui doivent être pris en compte pour contrôler correctement cette qualité de l'air.
Dans cette analyse de risque, il y a éventuellement des calculs ou des mesures qui sont possibles, par exemple des mesures de polluants, si on a des doutes sur des sources de polluants existants ou sur peut-être des affectations passées du bâtiment ou de local, par exemple, on peut réaliser des mesures de qualité de l'air. Ensuite, le deuxième pilier de cette réglementation, donc c'est l'exigence qui est exprimée sous forme de CO2 et sous forme de débit et qui contient deux niveaux. Il y a un niveau d'exigence de base qui est de maximum 900 ppm de CO2 ou bien un débit de ventilation de 40 mètres cubes par heure et par personne. Donc ça, c'est le niveau finalement par défaut auquel on devrait être conforme donc dans le cadre de la loi sur le bien-être au travail. Il y a un deuxième niveau qui est une sorte de dérogation et qui dit qu'on peut ventiler un peu moins ou on peut accepter des concentrations en CO2 un peu plus élevées, donc de 1200 ppm de CO2 maximum ou un débit minimum de 25 mètres cubes par heure et par personne. Alors pourquoi est-ce qu'il y a cette dérogation? C'est justement pour tenir compte à la fois de la présence des personnes et donc des bioeffluents émis par les personnes, mais aussi de la présence éventuelle de polluants émis par les matériaux qui, là, dépendent du premier pilier de la qualité de l'air dont j'ai parlé tout à l'heure, donc le fait de limiter ces polluants à la source. Et donc si on peut montrer qu'on a limité les polluants émis par les matériaux, par exemple au niveau des revêtements de sol, je vais en dire deux mots juste après, eh bien la réglementation considère que ces polluants sont déjà réduits à la source et donc on peut ventiler un peu moins pour se focaliser uniquement sur les bioeffluents avec un débit de 25 mètres cubes par heure et par personne. Alors, je l'ai déjà dit tout à l'heure, donc la ventilation fonctionne par dilution, donc on atteint une concentration d'équilibre, et donc les valeurs qui sont ici dans la réglementation, ben, il y a un lien direct entre une concentration en CO2 et un débit. Je vous ai montré ici un petit graphique de concentration en CO2 en fonction du débit par personne dans une pièce occupée par des personnes. Et pour une activité de travail de bureau, par exemple, en moyenne, une personne émet 20 litres par heure de CO2. Et donc, on a bien cette relation, la courbe bleue, qui est finalement unique pour cette émission de 20 litres par heure par personne. Et donc, ça veut dire que dans un espace où on a plusieurs personnes et un débit de ventilation de 25 mètres cubes par personne, ben, on aura à l'équilibre une concentration de 1200 ppm. À l'inverse, si on ventile un peu plus dans cet espace avec un débit de 40 mètres cubes par heure et par personne, on aura une concentration d'équilibre de 900 ppm. Donc c'est juste pour vous dire d'où vient cette relation entre la concentration et le débit. Sachant que le CO2, ici, de nouveau, est utilisé comme un traceur, un indicateur aux concentrations normalement habituelles dans les bâtiments, qui sont bien inférieures en principe à 5000 ppm. Le CO2 n'est pas un polluant toxique comme tel. Le 5000 ppm ici, pour info, c'est la concentration qui commence à être problématique dans un contexte industriel où on a des processus qui produisent du CO2 au niveau industriel. Alors, donc je l'ai dit, l'exigence est exprimée en deux niveaux, donc en fonction si on a déjà prêté une attention particulière à éliminer les polluants à la source, par exemple les polluants émis par les matériaux ou pas. Et donc, si on peut dire on peut montrer effectivement que c'est principalement les personnes, les bioeffluents qui sont présents et qu'on a éliminé les autres polluants, on peut retomber sur le débit de base, donc de 25 mètres cubes par heure et par personne. Par contre, si les autres polluants ne sont pas connus ou si on n'a pas pris des mesures spécifiques pour les contrôler, ben là, on est obligé de ventiler plus pour aussi éliminer ces polluants et donc on retombe sur l'exigence de base avec 40 mètres cubes par heure et par personne. Alors cette réglementation, je vous ai mis les liens quelques slides plus loin. Il y a également une directive pratique qui accompagne la réglementation et qui donne des éléments supplémentaires et qui explique notamment dans sa version de 2019 que pour pouvoir faire appel à ce niveau réduit, eh bien, dans un premier temps, selon la version de 2019, on peut simplement regarder ce qui se passe au niveau des revêtements de sol, sachant que au niveau des matériaux, les revêtements de sol sont une source vraiment très importante. Et donc, dans un premier temps, dans une première version de cette directive pratique, il est prévu de regarder uniquement ce qui se passe au niveau des revêtements de sol. Et pour les revêtements de sol, justement, il existe un arrêté royal de 2014 qui, lui, s'applique aux fabricants de revêtements de sol. Et donc, depuis cet arrêté royal, tous les revêtements de sol neufs vendus en Belgique sont obligés de satisfaire un certain nombre de valeurs seuil d'émissions et donc peuvent être considérés comme peu émissifs. Donc dans un bâtiment neuf dans lequel les matériaux
sont censés être conformes à cette réglementation, eh bien, on peut supposer que on a suffisamment éliminé les polluants émis par les matériaux à la source, le revêtement de sol étant la source principale et ce revêtement étant par ailleurs soumis à une obligation de valeur limite. Et donc on peut retomber sur le débit de 25 mètres cubes par heure et par personne. Ce sera aussi le cas pour un bâtiment éventuellement plus ancien, mais dans lequel le revêtement de sol est par nature peu ou non émissif. Donc cet arrêté royal précise notamment que la pierre naturelle, la céramique, donc le carrelage, le verre non traité et l'acier n'émettent pas ou peu de polluants. Donc par exemple, dans une école ancienne mais qui est uniquement avec du carrelage, on peut aussi considérer que c'est peu émissif. Par contre, dans tous les autres cas, un bâtiment ancien dont on ne connaît pas l'origine du revêtement de sol, eh bien, en principe, on devrait retomber sur le débit plus élevé de 40 mètres cubes par heure et par personne pour satisfaire à l'exigence du Code du bien-être au travail. Alors, comment est-ce qu'on peut réaliser ces exigences? Dans beaucoup de bâtiments existants, il n'y a peut-être pas ou pas encore de système de ventilation. Il y a des alternatives dont on a déjà parlé, les fuites dans l'enveloppe, ça ne marche pas. L'ouverture des fenêtres, on en parlera un petit peu plus tard. Et donc, c'est clair que pour les bâtiments existants, il y a un certain nombre de contraintes économiques. Ce n'est pas du jour au lendemain qu'on peut installer un système de ventilation. Il y a parfois aussi le phasage, le timing d'une une entreprise qui est amenée à grandir, qui va peut-être déménager ou qui n'est peut-être pas propriétaire du bâtiment, etc. Donc il y a beaucoup d'éléments qui interviennent. Et donc la réglementation prévoit une approche pragmatique avec un plan d'action. Donc ce n'est pas l'obligation dès aujourd'hui d'être conforme à ces débits de 25 ou 40 mètres cubes par heure par personne, mais c'est plutôt d'avoir une vision à plus long terme et de prévoir un plan d'action pour atteindre ces exigences, pour être conforme à ces exigences, idéalement le plus rapidement possible, mais en tout cas d'avoir une vision quand on pourra atteindre ces exigences. Donc basé sur l'analyse de risque dont j'ai déjà parlé, on peut réaliser un plan d'action avec un certain nombre de mesures à court terme, par exemple mettre en place des stratégies d'ouverture des fenêtres ou éliminer certains polluants, déplacer les photocopieuses, les imprimantes, etc., des bureaux. C'est toutes des mesures organisationnelles qui peuvent être prises à court terme. Et puis des mesures techniques éventuellement à plus long terme, des mesures de CO2 par exemple pour identifier où on en est, et à terme l'installation d'un système de ventilation. Je vous ai mis ici un certain nombre de références, donc vous recevrez les slides par la suite avec toutes ces références concernant cette réglementation. Et enfin, le troisième contexte réglementaire qui est probablement moins connu pour vous, c'est la loi du 6 novembre 2022 qui concerne les bâtiments, les lieux ouverts au public. Cette loi n'est pas encore 100% d'application, mais il faut savoir donc qu'elle va être implémentée progressivement et qu'elle concerne tous les lieux qui sont ouverts au public, c'est-à-dire, je vais en parler juste après, les lieux qui ne sont pas réservés à la sphère familiale. Alors ici, c'est un peu une vue d'ensemble de ces différentes réglementations. Donc je viens de parler du Code du bien-être au travail qui concerne autant les bâtiments neufs qu'existants, mais dans le contexte bien précis de la présence d'employés et donc d'une entreprise. On a ensuite la réglementation PEB qui, elle, concerne tous les bâtiments qui s'appliquent aux bâtiments, mais principalement neufs et rénovation lourde. Et puis on voit bien qu'il y avait ici un trou dans le tableau avant 2022. Mais pour les bâtiments existants qui ne sont pas liés à des employés et un employeur, on avait effectivement pas d'exigence en fait dans ces bâtiments avant 2022. J'invite peut-être tout le monde à couper le micro parce qu'il y a un peu du bruit. Merci. Alors, donc, je le disais, espace ouvert au public, donc est défini dans cette loi comme étant tous les espaces dont l'accès n'est pas limité à la sphère familiale ou purement à la sphère professionnelle. Donc, ça peut concerner beaucoup de secteurs, beaucoup de bâtiments. Des exemples ici, tout ce qui est Horeca, tout ce qui est culture et tout ce qui est sport sont notamment concernés par cette définition de lieu public. Alors cette nouvelle loi contient différents éléments. Il y a des niveaux donc de qualité de l'air à respecter, donc des niveaux de référence sur base de CO2 et de débit. Heureusement, c'est assez cohérent avec ce que je viens de montrer avant pour les lieux de travail, on va le voir. Il y a ensuite un certain nombre d'obligations qui sont phasées dans le temps avec des délais qui sont relativement souples dans une certaine mesure. Il y a d'abord des obligations de communiquer sur la qualité de l'air
de réaliser une analyse de risque et un plan d'action. Ça, c'est plutôt à relativement court terme pour 2027. Et puis à plus long terme, l'idée de cette réglementation, c'est que chaque bâtiment, chaque local ouvert au public devra être labellisé avec une sorte de label qui dit quel est le niveau de qualité de l'air possible, qui limite par exemple le nombre de personnes dans cet espace, etc. Et alors l'administration fédérale a prévu en marge de cette réglementation un certain nombre d'outils pour accompagner les secteurs concernés. Donc ils ont mis en place une plateforme qualité de l'air avec un certain nombre de réunions, d'informations. Il y a une newsletter par mail, il y a un site web, il y a des guides pratiques pour informer sur l'implémentation de cette réglementation. Alors les niveaux ici d'exigence, je ne vais pas m'attarder beaucoup là-dessus, ils sont les mêmes que pour les lieux de travail, peut-être avec un contexte d'application un peu différent. Pour le moment, dans les textes de loi, il n'est pas vraiment encore précisé quel niveau est obligatoire. C'est des niveaux qui sont un peu indicatifs, pardon. Mais donc, en tout cas, la bonne nouvelle, c'est que c'est déjà les mêmes valeurs de débit et de CO2 que dans le code sur le bien-être au travail. Donc, ça simplifie quand même les choses. Attention que même si cette réglementation n'est pas encore contraignante à court terme pour vous en termes vraiment de CO2 et de débit, les deux autres réglementations dont j'ai parlé avant le sont peut-être. Donc PEB pour les bâtiments neufs et rénovation lourde et le travail pour tous les lieux où se trouvent des employés. Alors en résumé, pour ce volet réglementaire, donc il y a effectivement plusieurs réglementations qui peuvent éventuellement s'appliquer, se cumuler pour un même bâtiment. Donc il y a d'abord la réglementation sur la PEB qui s'applique aux bâtiments neufs et aux rénovations lourdes, avec obligation d'un système de ventilation et d'un débit par personne et des valeurs de mètres carrés par personne dans le tableau que j'ai montré. Et ensuite, pour tous les lieux de travail, que ce soit des bâtiments neufs ou existants, donc là c'est le codex, en fonction qu'on peut montrer qu'on a des matériaux peu émissifs, notamment au niveau du revêtement de sol, on a un niveau d'exigence qui est réduit à 25 mètres cubes par heure par personne. Dans les autres cas, on est à 40 mètres cubes par heure et par personne. Et enfin, pour les lieux ouverts au public, il y a cette nouvelle loi du 6 novembre qui va implémenter avec une certaine flexibilité sur le délai, en tout cas l'obligation de réaliser une analyse de risque et un plan d'action sur la qualité de l'air. Et petit rappel, je l'ai déjà peut-être mentionné indirectement, mais quand on parle d'un débit par personne, toute ces réglementations parlent de débit par personne, ben, c'est à multiplier par l'occupation du local pour avoir évidemment le débit total. Et donc, l'occupation le nombre maximum de personnes dans un local est une donnée importante qui peut par exemple être affichée dans le local et qui est contraignante aussi. Si le local, la ventilation est prévue pour une salle de réunion de 20 personnes, ben, ce n'est pas prévu pour 40 ou pour 50. Ceci clôture donc le volet réglementaire et je passe maintenant aux différents systèmes de ventilation classiques qui existent aujourd'hui, des systèmes peut-être un peu innovants dont je vais parler pour vous donner une vue d'ensemble des systèmes. Alors bien sûr, les bâtiments qui vous concernent, il y a une grande diversité de bâtiments, d'applications, que ce soit dans le secteur de l'enseignement, des soins de santé, du paramédical, de la petite enfance, peut-être des logements, étudiants ou autres, ça peut être très divers. Et très divers aussi. Oups, oui, j'ai d'abord peut-être une question pour vous. Ici, c'est une question ouverte. Vous pouvez mentionner via le QR code ou le lien quels sont les types de locaux qui vous concernent prioritairement. Est-ce que c'est par exemple des bureaux, des salles de réunion, des logements dans des homes ou dans des résidences? Est-ce que c'est plutôt des lieux pour les soins de santé, pour l'enseignement, classe ou cafétéria ou etc. Donc allez-y, vous pouvez répondre, je pense, plusieurs fois à la question et les mots s'afficheront progressivement à l'écran. On voit effectivement qu'il y a une certaine diversité avec quand même une prédominance pour les bureaux, salles de réunion, enseignement. Et aussi des lieux d'accueil, de consultation ou d'hébergement. Donc c'est effectivement une grande diversité.
À côté de cette diversité de bâtiments et de lieux, il y a aussi une diversité de types d'installations qui, elles, vont dépendre du type de système, je vais en parler dans quelques instants, mais aussi finalement de la taille du système et donc de la taille du bâtiment. On a peut-être des bâtiments de taille relativement modeste qui vont être équipés de ce qu'on pourrait appeler petites installations, qui finalement, dans leur conception, dans leur installation, vont être assez proches de ce qu'on pourrait faire dans une maison, en résidentiel. Et dans ce cas-là, on peut s'adresser peut-être directement à un installateur qui sera compétent pour concevoir et installer un système de petite taille, de complexité réduite. Par contre, dans les plus grands bâtiments, on a des débits qui vont être d'office beaucoup plus importants, les débits dont on a besoin. Et donc, on aura des installations de plus grande taille, notamment dans les bâtiments de type tertiaire plus importants, avec aussi peut-être une conception un peu plus complexe. Et là, en général, on va plutôt faire appel à un bureau d'études pour concevoir ce système de ventilation. Alors aujourd'hui, les principaux systèmes de ventilation qui vont vous concerner et qu'on applique dans les bâtiments en Belgique, c'est le système de ventilation simple flux qu'on simplifie parfois en appelant système C, et d'autre part le système double flux qu'on appelle parfois système D. C'est les nomenclatures du résidentiel, mais qui peuvent éventuellement s'appliquer aussi en non résidentiel. Alors à gauche, pour le système simple flux, le principe c'est quoi? C'est qu'on va avoir une alimentation naturelle via des grilles, par exemple, dans certains espaces, et une extraction, une évacuation mécanique contrôlée dans d'autres espaces. À droite, le système double flux, système D, dans ce cas-là, on a à la fois l'alimentation qui est mécanique et l'extraction ou l'évacuation qui est mécanique. Donc on a vraiment une ventilation qui est contrôlée mécaniquement, aussi bien à l'alimentation qu'à l'extraction. Ça, c'est pour le principe de base à comprendre. Si on transpose ça pour des installations dans des bâtiments non résidentiels un peu plus conséquents et qu'on regarde quels sont les composants qu'on va avoir, de nouveau à gauche pour le système simple flux, on va par exemple avoir des grilles d'alimentation dans les fenêtres, dans les locaux occupés par les personnes, que ce soit les bureaux, les classes, les salles de réunion. On va ensuite éventuellement avoir un transfert de cet air vers d'autres espaces, les couloirs, les sanitaires et autres. Et puis là, on va avoir des bouches d'extraction, des conduits d'extraction, des ventilateurs d'extraction qui vont assurer donc toute cette extraction mécanique et finalement assurer cet équilibre entre l'air d'alimentation et l'air extrait. À droite, pour le système D, la différence, c'est qu'on va avoir un réseau de conduits aussi bien pour l'alimentation que pour l'extraction, et on va avoir un groupe de ventilation peut-être un peu plus conséquent, qui va gérer donc les débits de ce conduit d'alimentation, de ce conduit d'extraction, avec évidemment des prises d'air et de rejet à l'extérieur, et surtout la possibilité avec un système D d'avoir la récupération de chaleur. Alors sur base de ça, donc système C, système D, éventuellement ouverture des fenêtres ou aucune ventilation ou bien d'autres systèmes, je vous pose la question maintenant, quels sont les systèmes qui sont, ou les solutions de renouvellement d'air qui sont le plus souvent appliquées aujourd'hui dans les bâtiments pour lesquels vous êtes responsable. Donc je pense que vous pouvez ici faire un tri. Voilà, c'est ça. Et donc peut-être sans surprise, on se rend compte que l'aération via l'ouverture des fenêtres ou aucun système sont bien placés. Le système C est bien placé aussi. Et le système D est effectivement moins fréquent. Mais donc, vous avez quand même déjà un certain nombre de bâtiments qui sont équipés d'un système C, et donc qui assurent déjà une certaine qualité de l'air, et puis d'autres pour lesquels on n'a rien, ou une stratégie plutôt basée sur l'ouverture des fenêtres. Je vais passer un peu plus en détail maintenant ces différents systèmes de ventilation. D'abord, quelques mots sur le système C, vous montrer quelques composants. Pour ceux qui n'en ont pas encore, pour ceux qui ne savent pas à quoi ça correspond. Donc on a d'abord l'alimentation en air, comme je l'ai dit tout à l'heure, donc qui est généralement réalisée par des grilles. Aujourd'hui, c'est surtout des grilles associées au châssis. Donc vous avez ici un exemple de grille. Ici, vous avez une coupe dans une grille acoustique
qui est un peu plus imposante parce qu'il y a des absorbeurs acoustiques pour limiter le bruit provenant de l'extérieur. Donc ces dispositifs, ces grilles permettent l'alimentation en air des espaces occupés par les personnes. Au niveau de l'extraction, on a ensuite des bouches. Ça, c'est évidemment une bouche tout à fait simple, comme on l'a en résidentiel et dans des bâtiments simples. Ça peut être d'autres bouches, d'autres types de grilles ou des grilles directement associées à des conduits. Et puis, on a évidemment un réseau de conduits connectés à des ventilateurs. Je vous ai mis ici plusieurs exemples de ventilateurs. Ventilateurs de petite taille, résidentiels et petite installation, ventilateurs moyens, et puis ventilateurs de toiture, ventilateurs tourelles, qui permettent donc d'extraire l'air mécaniquement à l'extérieur. Donc, quelques exemples de composants. Alors le système C, ses différents avantages, c'est qu'il a un encombrement relativement limité, puisque pour l'alimentation, on n'a pas de ventilateur, on n'a pas de conduit, on a juste des grilles, par exemple dans les fenêtres. Le ventilateur ou le groupe d'extraction est généralement aussi de plus petite taille qu'un système D. Du coup, le coût d'investissement peut être éventuellement réduit et l'entretien est peut-être aussi un peu plus limité qu'avec le système D. De l'autre côté, maintenant, système D, justement, donc là, on a un groupe de ventilation qui assure aussi bien la ventilation mécanique à l'alimentation qu'à l'extraction. Et donc, on a un double réseau de conduits et donc des bouches de pulsion, des bouches d'extraction dans certains espaces ou dans d'autres espaces, et puis des groupes de ventilation de taille réduite dans les bâtiments de taille réduite, de taille plus conséquente dans les bâtiments plus importants. Le système D, oui, alors le système D, donc il a aussi la possibilité, c'est représenté ici, d'avoir la récupération de chaleur. Donc ça, c'est un élément important du système D. Alors c'est quoi cette récupération de chaleur? Eh bien, il y a un peu trois situations que je vais vous décrire maintenant. La situation, je vais commencer par les situations en hiver. Donc grâce à cet échangeur de chaleur, en fait, on va pouvoir récupérer la chaleur de l'air extrait qui vient du bâtiment, qui est déjà chauffé, qui est peut-être à 20 ou 22 degrés. Et cet air extrait du bâtiment, qui contient des polluants, donc on doit le rejeter à l'extérieur, mais il contient aussi de la chaleur. Et donc l'objectif, c'est de récupérer cette chaleur pour pouvoir préchauffer l'air neuf qui, lui, en plein hiver, vient de l'extérieur, peut-être à 5 ou à 0 degré. Cet échangeur de chaleur est un équipement qui est vraiment très efficace. Il ne va pas du tout mélanger l'air extrait et l'air neuf, mais ces deux flux d'air vont passer de part et d'autre de lamelles ou de parois et vont pouvoir échanger leur chaleur entre eux avec des rendements de récupération qui sont très élevés, de l'ordre de 80-85% par exemple. Et donc ça veut dire que l'air extérieur qui serait très froid si on le faisait simplement rentrer par les fenêtres par exemple, ben, il est préchauffé et donc il limite l'inconfort dû à cet air froid provenant de l'extérieur. Il peut être préchauffé jusqu'à par exemple 20 ou 21 degrés. Euh, En été, le système peut fonctionner un petit peu à l'inverse. S'il fait très très chaud dehors pendant une période de canicule, par exemple des périodes de 30 degrés ou plus, eh bien, la chaleur peut être aussi échangée entre les flux. Et si l'air extrait à l'intérieur est plus frais que l'air extérieur, eh bien, on va pouvoir pré-rafraîchir, si on veut, l'air neuf qui sera alimenté dans les pièces. Et puis, fonctionnement supplémentaire pour la période d'été, pendant une période de canicule ou juste avant ou juste après, les nuits sont peut-être quand même encore fraîches. Et donc là, les systèmes D sont prévus avec un bypass pour contourner l'échangeur et pour éviter de récupérer de la chaleur quand on n'en a pas besoin. Au moment où, par exemple, l'air extérieur est plus frais que l'intérieur, à ce moment-là, on va faire entrer l'air frais plus froid directement à l'intérieur. Alors le système D présente lui aussi un certain nombre d'avantages dans l'absolu et par rapport au système C. Il a des débits qui sont très bien contrôlés puisqu'il est mécanique aussi bien à l'alimentation qu'à l'extraction. Les débits qui ne sont pas contrôlés mécaniquement sont plus difficiles à maîtriser évidemment. Il permet une consommation d'énergie réduite grâce principalement à la récupération de chaleur et en général un confort supérieur, notamment confort thermique, puisque on vient de le voir, l'air préchauffé va être alimenté dans les pièces plutôt que d'alimenter avec de l'air froid directement de l'extérieur. Alors, il existe aussi des systèmes décentralisés. Donc, vous avez des photos ici. Donc, le principe est le même. On a cet échangeur de chaleur qui permet la récupération de chaleur. On a deux ventilateurs qui vont bien contrôler le débit d'extraction d'une part et le débit d'alimentation d'autre part. Par contre, ce type d'équipement est prévu pour ventiler une seule pièce à la fois. C'est pour ça qu'on appelle ce système décentralisé. Il n'y a donc pas de conduit.
On a simplement sur cette machine des grilles pour l'alimentation et pour l'extraction. Et donc c'est une solution qui est, par exemple, utilisée dans des écoles. Alors on a une machine de ce type-là dans chaque classe, plutôt que d'avoir un système centralisé et des conduits qui sont parfois difficiles à faire passer dans un bâtiment existant. Ce système présente aussi d'autres avantages par rapport à la régulation du débit. On en reparlera tout à l'heure. Alors ça, c'était les systèmes un peu de base, donc système C, système D et système D décentralisé. Nous sommes occupés actuellement chez Buildwise, donc, qui est un centre d'innovation, sur un projet de recherche pour explorer des solutions de ventilation un petit peu différentes, un petit peu alternatives, dont l'objectif serait qu'il soit plus facile à installer dans des bâtiments existants. Ce projet fait un peu suite finalement à effectivement la prise de conscience de la ventilation pendant la période Covid. Cette nouvelle loi sur les lieux publics, on sait très bien que beaucoup de secteurs, beaucoup de bâtiments dans ces secteurs concernés par la loi sur les lieux publics ne sont aujourd'hui pas équipés de systèmes de ventilation, tout comme peut-être encore des bâtiments de bureaux, des écoles aussi. Et donc on explore ici un petit peu des solutions de ventilation qui éventuellement seraient plus faciles à installer et coûteraient moins cher que les systèmes classiques. Donc, je vous passe un peu les détails des aspects méthodologiques du projet. Je viens directement au système. On en a identifié plusieurs, mais je vous en montre ici principalement deux. Un système qu'on a appelé le système C Hall, donc qui se base sur le principe d'un système C, c'est-à-dire alimentation via des grilles dans certains espaces et extraction dans d'autres. À la différence du système C, c'est qu'on ne va pas alimenter directement dans la pièce de vie telle qu'un bureau, une salle de réunion par exemple. On va plutôt alimenter dans une pièce secondaire, par exemple dans un hall ou dans un couloir. Et par contre, on va réaliser l'extraction dans cet espace qu'on veut ventiler, que ce soit un bureau, une salle de réunion ou une salle de classe. Donc c'est un peu différent du système C classique, mais il présente un certain nombre d'avantages par rapport à ce système C classique. Notamment puisqu'on n'a pas de grille d'alimentation directement dans l'espace, ben, il y a moins d'inconfort thermique dû à l'air froid qui provient directement de l'extérieur. Il y a moins d'inconfort acoustique pour le bruit provenant de l'extérieur aussi, ce qui est très important par exemple dans les environnements urbains. Mais avec ça, on peut aussi réduire le nombre d'ouvertures. Plutôt que d'avoir des ouvertures dans toutes les pièces, dans toutes les salles de réunion, dans tous les bureaux, ben, on peut avoir une grande ouverture dans un couloir qui est accessible depuis tous ces bureaux, par exemple. L'installation peut aussi être moins contraignante parce que dans les bâtiments existants, bien souvent, les châssis ont déjà été remplacés ou il n'est pas prévu de les remplacer. Et donc, placer des grilles en combinaison avec des châssis existants, c'est compliqué. Et donc, dans ce cas-ci, on peut alors envisager une solution alternative où on peut placer moins de grilles et on les place spécifiquement en remplacement de une fenêtre, par exemple, dans un couloir ou dans un hall. Donc, on a étudié ce système sous différents aspects. Je ne vous montre pas les détails techniques, mais ça fonctionne pas mal. Et dans ce projet, il y avait également un volet un peu économique. Et donc, on a testé la conception de ce système dans différents types de bâtiments, notamment dans un petit restaurant, dans une petite salle de concert et dans une académie qui était constituée de plusieurs petites classes de cours. Et donc, cette étude économique a montré que ce système C-Hall, donc innovant ici en jaune, était dans certains cas sensiblement moins cher que les systèmes de référence de ces bâtiments, ou en tout cas peut-être du même ordre de grandeur qu'un système C, sachant que dans l'étude ici, les systèmes C, on n'a pas pris en compte le coût du remplacement des châssis. Donc, c'est uniquement le bleu clair ici du système C, c'est uniquement dans le cas où les châssis sont déjà remplacés, sinon c'est encore un surcoût supplémentaire. Donc ces résultats sont plutôt intéressants et prometteurs. Et le deuxième système issu de ce projet, de cette recherche dont je vais vous parler, c'est un système qu'on pourrait appeler le système Boost, qui lui va combiner dans un même espace deux solutions. Un système D de base, hein, tout à fait classique comme je l'ai présenté juste avant, et un système C supplémentaire pour des besoins exceptionnels. Alors, dans quel cas est-ce que ce système est intéressant? Ben, c'est plutôt pour des salles ou des lieux qui ont différentes occupations très différentes, style salle polyvalente, qui est utilisée par exemple pour un cours de sport avec un nombre limité de personnes la plupart du temps, mais qui une fois par mois ou de temps en temps est utilisée pour un spectacle ou pour une fête avec plus de monde.
il serait dommage dans un tel espace d'avoir en permanence le débit prévu pour les 100 personnes le jour où on fait un spectacle ou une fête, alors que ça n'arrive que une fois par mois, par exemple. Et donc, c'est là l'intérêt de ce système, c'est d'avoir un système de base prévu pour une occupation de base, et puis un système boost peut-être un peu moins performant sur le plan énergétique et confort, mais qui, lui, va apporter ce débit complémentaire pour l'occupation plus importante. Et donc, on a appliqué dans le projet ce système, par exemple, pour une salle, une sorte de salle polyvalente dans une école, qui à la fois sert pour le cours de gym, et donc c'est un grand volume avec peu d'occupation, mais qui sert aussi pour des fêtes d'école ou des fêtes d'activités parascolaires dans cette école, avec beaucoup de personnes présentes dans cet espace, donc deux types d'occupations très différentes. Et donc, avec ce système, ce système double, ce système boost, le système D de base, il est dimensionné pour l'occupation style cours de gym, et puis le système boost, lui, il est dimensionné pour l'occupation style fête d'école, et le total permet donc d'atteindre un débit important. Mais donc ceci limite à la fois le coût d'investissement, le coût d'installation de ces systèmes, et à la fois leur coût de fonctionnement. Et donc ici, de nouveau, même comparaison, ce système innovant en comparaison d'un système B qui serait dimensionné pour le débit total, on a aussi une économie non négligeable. Alors, je profite ici du webinaire peut-être pour faire appel à vous qui êtes responsable de différents types de bâtiments dans ce projet qui est encore en cours. On recherche en fait des exemples de bâtiments pour lesquels on pourrait un peu challenger, tester les systèmes qu'on étudie dans ce projet. Alors ça ne veut pas dire qu'on va installer des systèmes de ventilation chez vous, pas jusque-là, mais ne fût-ce que déjà évaluer sur papier en fonction du type d'occupation, du type d'espace, ce qui est faisable ou pas. Et ce qui nous intéresse, c'est aussi bien des bâtiments qui sont déjà équipés d'un système de ventilation. J'ai vu que vous aviez beaucoup de lieux peut-être équipés de système C, donc ça nous intéresse certainement. Mais ça nous intéresse tout autant des espaces qui sont éventuellement pas encore équipés d'un système de ventilation pour un peu voir, tester la faisabilité de ces systèmes innovants dans ces espaces. Alors qu'est-ce que vous gagnez? Peut-être le fait que vous aurez des idées, des propositions de systèmes innovants à installer dans vos bâtiments. Et nous, ça nous permet d'avoir vraiment des cas concrets, des bâtiments réels pour proposer des solutions le mieux adaptées aux besoins réels sur le terrain. Donc je vous laisse éventuellement scanner le QR code, mais vous aurez de toute façon la présentation par la suite avec le lien qui est cliquable ici pour compléter éventuellement votre intérêt pour proposer des bâtiments modèles. Je passe maintenant à une partie un peu plus technique concernant vraiment le système de ventilation lui-même, sa conception, son installation, l'optimisation d'un système existant. Donc je vais aborder plusieurs éléments importants pour un système de ventilation. Les slides sont un peu détaillés. Je ne vais pas parler de tous les détails qu'il y a sur les slides. C'est plutôt une base pour vous, pour avoir une vue d'ensemble sur ce qui est important pour un système de ventilation et peut-être avoir quelques outils sur base des slides que vous recevrez par la suite pour éventuellement pouvoir discuter, communiquer avec un concepteur, avec un installateur et avoir vous-même un peu conscience de quels sont les éléments qui sont importants à avoir en tête pour un système de ventilation performant. Alors, il y a différentes étapes, évidemment, pour la conception d'un système de ventilation. On commence évidemment par le débit sur base des réglementations dont j'ai parlé, les 3 réglementations. Donc, c'est le débit de conception, c'est un peu la base. En fonction, si on a besoin d'un petit débit ou d'un grand débit, ce ne sera pas le même système de ventilation. Et donc, sur base de ça, on va choisir un type de système de ventilation. Je vous en ai montré quelques-uns. Et un type de régulation. Puis il y a toute une partie conception qui est vraiment très importante pour la ventilation, c'est vraiment la base. Et puis sur base de cette conception, l'installateur il va réaliser le montage, le placement des conduits, etc. Un élément qui est important aussi, c'est après l'installation, c'est la mise en service. C'est le réglage des débits, la mesure des débits. Donc ça, c'est quelque chose, vous, en tant que maître d'ouvrage, vous devez vraiment demander, exiger d'avoir une réelle mise en service de l'installation, une mesure des débits pour bien savoir quel débit on a à quel endroit. C'est pas par magie qu'on a ces débits, ça doit vraiment être réglé. Et puis enfin, il y a des questions du système de ventilation dans son utilisation et de son entretien, mais que je n'aborderai pas ici. Alors au niveau de la conception, il y a différentes contraintes. Et donc la conception d'un système de ventilation, c'est un peu un compromis entre ces différentes contraintes.
Dans les conduits de ventilation mécanique, ben, on va limiter la vitesse de l'air. Ça veut dire qu'on va parfois avoir des gros conduits pour limiter la génération de bruit du flux d'air dans les conduits. On va aussi limiter les pertes de pression. Donc les pertes de pression, c'est la résistance que l'air, à laquelle l'air est confronté par frottement dans les conduits, dans les grilles, etc. Ben, limiter cette perte de pression, c'est limiter l'effort qui doit être fourni par le ventilateur et donc la consommation électrique. Il y a des questions d'encombrement aussi. Donc les deux éléments précédents vont plutôt avoir tendance à augmenter la taille des conduits, mais en termes d'intégration, en termes architectural, on a plutôt des contraintes pour limiter l'encombrement. Donc c'est un compromis à trouver entre les deux. Ensuite, il y a des éléments très importants par rapport à la position des bouches et des diffuseurs dans les espaces. Si on a un grand bureau paysager, ben, il faut s'assurer que l'air est réparti correctement dans ce bureau. Donc il y a des éléments par rapport à ça. Il y a des questions de facilité d'entretien et puis finalement, le compromis, au final, c'est aussi une question de coût. Alors, pour la conception de la partie mécanique, il y a 3 éléments qui sont vraiment très importants. C'est l'emplacement du groupe de ventilation, que ce soit un système C ou un système D, avec un certain nombre de contraintes qui sont liées spécifiquement à cet emplacement du groupe de ventilation. Je vais y parler juste après. Il y a le dimensionnement des conduits, donc ça c'est vraiment très important pour l'acoustique et donc pour limiter le bruit généré par le flux d'air, mais aussi pour limiter la consommation d'énergie. Et enfin, il y a la sélection du ventilateur ou du groupe de ventilation adapté au système. Alors au niveau de l'emplacement du groupe de ventilation, que ce soit un système C ou un système D, on va toujours essayer de prévoir de placer ce groupe dans un local technique fermé. Dans un bâtiment existant, c'est pas toujours évident, mais cette machine avec les ventilateurs fait quand même un peu du bruit, donc idéalement on va le placer dans un local technique fermé, qui sera de préférence central par rapport aux locaux à desservir pour limiter la longueur des conduits. Donc limiter l'impact, l'encombrement dans le bâtiment, mais aussi limiter donc la consommation d'électrique via les paires de charges dont j'ai parlé. De préférence, ce local technique, bah, il sera quand même facilement accessible pour l'entretien, hein, pas dans des combles perdus, inaccessibles, etc. De préférence aussi dans le volume protégé, ça veut dire dans l'enveloppe isolée du bâtiment. Parfois, ça se place en toiture, mais alors c'est des groupes spécifiques avec vraiment une isolation spécifique. Et puis, il y a des questions de position des prises d'air et de bouches de rejet aussi qui impactent ou qui sont en lien en tout cas avec l'emplacement du groupe de ventilation. Alors pour l'acoustique, ben, c'est vraiment essentiel d'avoir des silencieux qui sont directement à la sortie du groupe de ventilation, que ce soit un petit groupe de ventilation avec des silencieux plutôt, comme on le voit ici sur la gauche, qui sont encore limités en encombrement. Dans des systèmes plus grands, on va avoir des silencieux avec des débits qui sont prévus pour des débits plus grands, donc des silencieux avec des baffles comme ceci. Et donc, dans ce local technique, bah, il faut aussi une place suffisante pour les silencieux. Donc, ça prend une certaine place, en fait, un système de ventilation et ces silencieux qui sont nécessaires aussi bien pour le système C que pour le système D. Ce groupe de ventilation, donc, il doit également être accessible pour l'entretien. On voit ici quelques exemples. Ça, c'est un équipement pour un très grand bâtiment. C'était une école assez grande. Mais donc, c'est un grand local technique avec une grande machine et des grands conduits. Pour une installation plus petite, évidemment, ça peut être beaucoup plus réduit. Je mentionnais aussi la question de la position des prises d'air et des bouches de rejet. Donc, la prise d'air, c'est l'équipement, le dispositif qui va aller prélever l'air à l'extérieur pour un système D, par exemple. Ben, il est évident qu'on souhaite que l'air qui est prélevé par cette prise d'air soit de bonne qualité, soit le plus propre possible. Donc, évidemment, pas trop proche des rejets de cheminée, de chaudière, de poêle à bois éventuellement, s'il y a des rejets de ce type-là sur le bâtiment ou sur le bâtiment voisin. Mais aussi suffisamment éloigné du rejet du système de ventilation pour éviter une recirculation. Donc ça, c'est des éléments qui sont des contraintes au niveau de la conception, qui occasionnent aussi des compromis au niveau du coût, mais qui sont vraiment essentiels pour éviter de recirculer de l'air pollué. Pour ce qui concerne les conduits et donc l'optimisation des conduits en termes de perte de charge, il existe différents types de conduits selon les applications. Des conduits plutôt qu'on va appeler ramifiés, comme vous avez sûrement déjà vu. Donc, c'est les conduits métalliques classiques de ventilation où on a à chaque fois une pièce en T et puis une ramification pour distribuer l'air dans les différentes pièces.
Pour des plus petites installations, il existe également des conduits avec des collecteurs, c'est-à-dire qu'on a un conduit vers une bouche et tous ces conduits sont connectés à un collecteur, comme on le voit ici sur la photo de droite. Donc les deux systèmes sont possibles, mais donc derrière ça, il y a vraiment une attention, un calcul et un dimensionnement pour limiter les pertes de charge. Il y a notamment un certain nombre de conduits qui sont prévus pour être encastrés dans les chapes, par exemple, en construction neuve, qui sont de forme aplatie ou qui sont de diamètre très petit. Avec ce type de conduit, il faut vraiment faire très attention. Ça peut être tentant pour gagner de la place, pour limiter l'encombrement, mais on a des pertes de charge qui sont généralement beaucoup plus élevées avec ces types de conduits, ce qui occasionne des consommations électriques plus importantes et surtout, généralement, du bruit également plus important. Alors, ici, c'est un graphique peut-être pour donner un petit peu des ordres de grandeur de quel diamètre de conduit on parle. Le conduit qui arrive par exemple dans un bureau, eh bien, pour ces critères acoustiques dont j'ai parlé, on conseille de limiter la vitesse de l'air dans les conduits à par exemple 1,5 ou 2 mètres par seconde. Et donc pour avoir un débit, donc souvenez-vous les ordres de grandeur, hein, on était à 25, 22, 25 mètres cubes par personne dans les réglementations. Si j'ai un bureau avec 3 personnes, ben, je suis ici autour de 60, entre 60 et 90. Ben, c'est un conduit qui a un diamètre de l'ordre de 125 mm de diamètre. Donc c'est pas un tout petit conduit. C'est quand même déjà un conduit important. Pour les débits plus importants, on a encore des conduits plus importants. Et donc il faut le savoir, il faut le prévoir. Et ça ne s'improvise pas. Il y a ensuite un certain nombre de conduits qui doivent être isolés, notamment avec le système D, mais aussi certains conduits avec le système C. Je n'entre pas dans les détails ici, mais donc c'est aussi important de limiter, par exemple, la longueur des conduits entre le groupe de ventilation et l'extérieur, parce que ces conduits doivent être isolés. Il y a différentes solutions pour isoler ces conduits, mais tout ça a un coût. Donc, il y a de nouveau des aspects d'optimisation et de compromis à voir avec les installateurs ou les bureaux d'études qui travailleront avec vous pour effectivement limiter la longueur de ces conduits à isoler et choisir les bonnes techniques d'isolation et en tout cas surveiller que ce soit aussi correctement isolé. Donc ça, c'est ici mon objectif, c'est de vous donner un peu une vue d'ensemble sur les différents éléments clés d'un système performant. Il y a des questions ensuite éventuellement de filtration. À la base, pour un système D, par exemple, on a des filtres toujours avec ce système qui ont comme minimum, comme objectif, de protéger le système contre l'encrassement, de protéger les ventilateurs, de protéger les changeurs de chaleur contre l'encrassement. Mais en milieu urbain, par exemple, ou pour un public peut-être sensible à certains polluants ou à certaines, par exemple au pollen ou aux particules fines, on peut avoir la volonté de filtrer, pardon, davantage l'air neuf. Donc ça, c'est possible avec le système D. Et donc, il y a notamment, par exemple, des filtres à poche ici qui sont possibles avec ces systèmes pour finalement éliminer un certain nombre de polluants, de particules fines, de pollen, etc. Dans l'air extérieur. Mais donc voilà, c'est aussi des choix qui sont réalisés au niveau de la conception. Ensuite, je l'ai déjà un peu dit tout à l'heure, ben, on associe parfois ventilation avec économie d'énergie parce que c'est une installation technique du bâtiment, parce qu'il y a des questions de performance énergétique, de PEB, etc. Mais il ne faut pas oublier que la ventilation en soi ne permet pas par elle-même d'économiser l'énergie. La ventilation a toujours un impact énergétique. On fait rentrer de l'air neuf dans le bâtiment, on évacue de l'air chauffé. Il y a des ventilateurs qui consomment de l'électricité, donc il y a évidemment un impact énergétique. Mais la bonne nouvelle, c'est qu'on peut limiter cet impact énergétique avec différentes solutions. Donc il y a d'abord un impact sur le chauffage, et pour limiter cet impact sur le chauffage, on peut choisir la récupération de chaleur, donc avec le système D, comme je vous l'ai montré il y a quelques minutes. On peut aussi contrôler le débit et faire varier le débit en fonction de l'occupation. Ça, c'est ce qu'on appelle la ventilation à la demande. Je vais en parler juste un petit peu après. Et puis pour ce qui concerne la consommation électrique du système mécanique, ben là, les éléments clés, c'est une conception de réseau performante avec peu de pertes de charge. Donc, c'est lié au dimensionnement des conduits dont j'ai parlé, le choix du ventilateur et également la régulation des débits. Alors au niveau de la récupération de chaleur, je vous ai expliqué le principe de la récupération de chaleur tout à l'heure. Ici, vous avez maintenant des photos, des images. Donc ça, typiquement, c'est un échangeur de chaleur. On le voit sur le schéma ici. Donc c'est un système dans lequel il y a toutes des lamelles et donc les
les espaces entre les lamelles sont bien spécifiquement soit pour le flux d'alimentation, soit pour le flux d'extraction, et c'est dans la longueur de cet échangeur entre les lamelles que se passe la récupération de chaleur. Ça, ce sont des échangeurs à plaques. Il existe également des échangeurs à roues. Le principe ici est un petit peu différent, mais de nouveau, il y a l'air qui passe dans un matériau et qui transfère sa chaleur à ce matériau. Et puis, la chaleur est à un autre moment du cycle relarguée à l'air neuf. Les échangeurs à roues, leur intérêt, c'est qu'ils permettent également de récupérer l'humidité de l'air. Et donc, dans les espaces où on a éventuellement peu de sources d'humidité, comme des bureaux, des salles de réunion, ça permet d'éviter d'avoir de l'air trop sec en hiver. Donc, c'est un élément que vous pouvez avoir en tête également. Alors, je le disais, donc une autre solution pour limiter l'impact énergétique sur le chauffage, c'est d'avoir une bonne régulation des débits. Donc, on a vu dans les réglementations, il y a des débits qui sont exigés en fonction du nombre de personnes, mais il se peut que le local, le bâtiment, ne soit pas occupé en permanence avec le maximum de ces personnes. Et donc, une solution intéressante, c'est d'avoir un système qui permet d'adapter le débit en fonction des besoins réels. D'abord, en fonction de l'occupation. Si on n'a pas d'occupant, on n'a pas besoin de ventiler, on peut réduire le débit. Et donc là, il y a différentes solutions qui existent. Une programmation par horloge, ça c'est le moins cher, le plus simple. On peut aussi avoir des capteurs CO2, par exemple, qui vont vraiment contrôler. C'est directement le capteur CO2 qui va contrôler le débit du système de ventilation. D'autre part, on peut aussi avoir des régulations qui sont basées sur les polluants. Le capteur CO2, c'est un type, mais ça peut être aussi des capteurs d'humidité ou d'autres types de capteurs en fonction des polluants dont j'ai parlé tout à l'heure et de la spécificité des différents locaux. Alors, la ventilation à la demande, donc c'est vraiment la détection des besoins et la régulation du débit. Donc ça peut être par exemple une programmation horloge, j'en ai parlé, ou des capteurs, j'en ai parlé aussi. Bien évidemment, le potentiel d'économie d'énergie de la ventilation à la demande et de la régulation des débits va dépendre d'une part du profil d'occupation. Si c'est un local qui est occupé en permanence, c'est peut-être pas très économiquement intéressant d'aller faire une régulation parce qu'on ne va jamais réduire le débit si c'est occupé tout le temps. Donc c'est vraiment lié au potentiel d'occupation variable et donc d'adapter le débit aux besoins. Et bien évidemment, l'impact énergétique réel dépend aussi du système de chauffage. Donc, si au plus on a un système de chauffage peu efficace, au plus on va gagner avec cette régulation à la demande. Alors, comment est-ce que ça se passe, cette régulation à la demande? Donc, il faut différents composants, différents systèmes qui permettent de le faire. Je vous ai parlé tout à l'heure du système D décentralisé. Lui, un avantage supplémentaire, c'est que dans une école, par exemple, on aurait un système comme ça dans chaque classe. Eh bien, on va pouvoir réguler, puisque chaque machine est indépendante, on va pouvoir réguler le débit de chaque classe séparément. Donc ça, c'est peut-être un avantage pour ce genre de système. Pour les systèmes qui sont centralisés, c'est-à-dire on a un seul système pour tout un bâtiment, là, il y a différentes solutions qui existent. On peut avoir une régulation centrale, c'est-à-dire que c'est uniquement les ventilateurs qui vont varier en vitesse et donc varier en débit. Et donc, par exemple, sur base d'une horloge. Donc, on va programmer avec cette horloge. La nuit, le bâtiment est inoccupé parce que c'est des bureaux, il n'y a personne, mais on va fortement réduire le débit de ventilation pour tout le bâtiment d'un coup. Et puis en journée, on va avoir le débit souhaité. Donc ça permet déjà, si c'est un bâtiment qui est occupé 8 heures sur 24 ou 10 heures sur 24, ça permet déjà une grosse économie, rien qu'avec une régulation centralisée au niveau du débit total et du ventilateur. On peut aller éventuellement plus loin y avoir une régulation locale par locale. Ça nécessite d'avoir des clapets, des plénums motorisés, etc., qui vont fermer, ouvrir les bouches dans une salle de réunion différemment du bureau qui se trouve à côté, etc. Évidemment, on peut aller plus loin, mais ça a aussi un coût, donc il faut bien voir la nécessité ou le potentiel de ces systèmes. Et maintenant, une petite question pour vous. J'ai listé ici un certain nombre d'éléments pour lesquels je vous pose la question, lesquels ont un impact sur la consommation d'énergie. Je pense que vous pouvez répondre à plusieurs réponses en même temps. Donc, je vous ai mentionné le choix du type de système, les débits de conception, la récupération de chaleur, la régulation des débits et la ventilation à la demande, l'isolation des conduits, le dimensionnement des conduits et enfin la sélection du groupe ou du ventilateur. Je vous laisse quelques secondes pour y répondre.
Je peux déjà peut-être un peu commenter. Donc, il y a pas mal de réponses un peu partout. C'est plutôt bon signe. Il y a certaines réponses qui viennent plus en avant, notamment le choix du système et la récupération de chaleur, qui ont effectivement un impact important, notamment la récupération de chaleur sur le potentiel d'économie d'énergie. Mais en fait, tous ces éléments ont un peu ou beaucoup d'impact sur la consommation d'énergie. Donc, y compris par exemple le dimensionnement des conduits, parce que le dimensionnement des conduits va avoir un impact sur ce que j'ai dit, les pertes de charge, donc c'est la résistance que l'air va subir dans le flux d'air. Et donc, c'est un impact sur l'effort que doit fournir le ventilateur et donc sur sa consommation électrique. Donc, même jusqu'à ces éléments de conception de dimensionnement, il y a également un impact énergétique. Donc, effectivement, c'est un compromis par rapport à l'encombrement, mais c'est pas pour rien que les conduits de ventilation prennent de la place. C'est notamment aussi pour en limiter la consommation électrique des systèmes mécaniques. Voilà, je vais passer maintenant à la dernière partie de ce webinaire et puis vous aurez l'occasion de poser des questions. Tout à l'heure, j'ai laissé un peu la question en suspens par rapport à l'ouverture des fenêtres. Est-ce que c'est une solution ou pas pour assurer un renouvellement d'air et finalement contrôler la qualité de l'air, qui est un petit peu l'objectif ultime de ce dont on parle ici. Et donc maintenant, je vais en parler un peu plus en détail sur base donc de l'ouverture des fenêtres, sur base de résultats d'une étude qui a été réalisée il y a quelques années par l'UCL, notamment par Jacques Lassens, et dont j'ai repris ici un certain nombre de résultats. Donc c'est une campagne de mesure qui a été réalisée dans plusieurs écoles, dans lesquelles ils ont testé différentes stratégies dans une même classe, donc stratégie d'ouverture des fenêtres. Donc c'était une école qui n'était pas équipée de système de ventilation et ils ont testé ce que on entend souvent, ouvrir les fenêtres 5 minutes à la pause, ce genre de choses, ouvrir une ou plusieurs fenêtres. Donc ils ont testé ces différentes choses et ils ont à chaque fois mesuré la concentration en CO2 dans la classe en continu. Et vous vous souvenez que le CO2, comme je vous l'ai dit, c'est un indicateur de qualité de l'air en présence de personnes. Et donc, vous avez peut-être encore en tête les niveaux de CO2 dont j'ai parlé tout à l'heure. Je pense que j'ai juste un slide qui le rappelle ici. Donc, 900 ppm et 1200 ppm, c'est les exigences, notamment dans la réglementation lieu-travail. 400 ppm, en tout cas à la campagne, maintenant peut-être un peu plus, c'est la concentration de base dans l'air extérieur, donc il y a déjà du CO2 dans l'air extérieur, en ville on est un peu plus haut. Et le 5000, tout à l'heure, je vous l'ai dit, c'est la valeur seuil de toxicité aiguë en milieu industriel. Donc normalement, on n'atteint pas 5000 dans des bâtiments, on devrait être bien en dessous. Et depuis des décennies, la plupart des normes internationales et des réglementations sur la ventilation ne dépasse jamais 1500 ppm. Donc on est plutôt dans cette zone autour de 1000 ppm où on considère que la qualité de l'air est acceptable par rapport aux bioeffluents en présence de personnes. Et donc c'est important de garder cette échelle en tête pour pouvoir interpréter et comprendre les résultats qui suivent. Alors la première stratégie qu'ils ont réalisée, ils ont imposé ça à une vraie classe, à des vrais élèves et à un vrai prof. Ils ont demandé de laisser tout fermer pendant, je pense, une journée. Donc on voit ici le graphique entre 7h30, 8h du matin et 16h le soir. Et donc là, on a atteint des niveaux qui dépassaient largement les 5000 ppm, donc on est à plus de 6000 ppm. Donc c'est pas rien, parce que si je reviens sur le slide précédent, ben, en fait, cette concentration que je vous avais dit, ben, normalement dans un bâtiment, on n'y est pas. Ben, en fait, si on est dans une classe avec une occupation quand même importante et on ferme toutes les fenêtres, eh ben, on peut y être. Mais à ces concentrations-là, les effets sur la concentration, justement, la concentration des personnes, des élèves, sur le confort, sur le mal de tête, etc., sont évidemment très importants. Deuxième stratégie qu'ils ont testée, c'était dans une école où il y avait des grilles de ventilation dans les châssis. Et donc, ils ont simplement ouvert les grilles de ventilation, mais sans avoir aucune autre extraction ou aucune autre extraction mécanique ou naturelle, juste les grilles. Et juste les grilles seules, ben, on est de nouveau ici au-dessus de 5000 ppm, donc les grilles seules ne suffisent pas. J'ai peut-être pas insisté tout à l'heure là-dessus, mais pour que ça fonctionne, de la ventilation, il faut à la fois une alimentation et une extraction. On ne peut pas accumuler de l'air ou enlever de l'air d'une pièce. Il faut alimenter et extraire. Donc si on n'a que les grilles d'alimentation qui sont réparties sur une seule façade, qu'il n'y a rien d'autre, eh bien ça ne suffit pas non plus pour avoir un renouvellement d'air suffisant.
Dans une autre classe, ils ont testé, ou peut-être dans la même classe, peu importe les détails, ils ont testé l'ouverture d'une fenêtre en oscillobattant. Donc vous savez, c'est l'ouverture où la fenêtre n'est pas complètement ouverte, mais elle est simplement un peu inclinée. Donc ils ont ouvert une fenêtre en permanence en oscillobattant dans une classe d'une vingtaine d'élèves. De nouveau, on atteint des valeurs très élevées de plus de 4000 ppm, alors qu'il y a une fenêtre ouverte en permanence. Ensuite, ils ont testé d'ouvrir une porte sur le couloir, alors qu'il n'est pas directement à l'extérieur, mais ce couloir augmente le volume de dilution et ce couloir est peut-être lui en contact avec d'autres fenêtres à l'extérieur. Et là, on descend plus ou moins à 3000 ppm. Mais donc, on est encore loin des valeurs de l'ordre de 1000 dont j'ai parlé. Alors, ils n'ont pas testé, ou en tout cas, je ne l'ai pas repris ici, le fait d'ouvrir les fenêtres uniquement pendant la pause. Mais donc, ça ne marche pas non plus. Mais ils sont allés un peu plus loin. Plutôt que d'attendre la pause, ils ont ouvert 2 fenêtres pendant 5 minutes, toutes les 2 heures. Toutes les heures, pardon. Donc, on voit ici sur le graphique, toutes les heures, ils ont systématiquement, donc ça veut dire aussi une discipline manuelle, ils ont ouvert les fenêtres manuellement, 2 fenêtres toutes les heures, 2 fenêtres pour assurer vraiment un balayage. Et donc là, ils arrivent à rester autour, juste au-dessus de 2000 ppm. Mais donc même encore en ouvrant les fenêtres toutes les heures, on n'y arrive quand même pas. Donc ça montre quand même clairement les limites de l'ouverture des fenêtres. Bien évidemment, on pourrait ouvrir ces 2 fenêtres en permanence, mais donc en hiver, ça a un impact énorme sur la consommation d'énergie, sur la consommation de chauffage et sur le confort aussi, que ce soit le confort acoustique par rapport au bruit d'extérieur ou que ce soit le confort thermique à cause du courant d'air. Donc réaliser une bonne qualité de l'air, atteindre des valeurs de CO2 de l'ordre de 1000-1200 ppm, des débits suffisants, rien qu'avec l'ouverture des fenêtres, bah, il ne faut pas rêver, c'est quasi impossible en fait. Voilà, sauf si on est peu de personnes présentes et beaucoup d'ouverture de fenêtres. Et donc, l'ouverture des fenêtres ne peut être qu'une solution transitoire en attendant d'installer autre chose. Et dans cette étude, ils ont aussi eu l'occasion de tester, de mesurer les concentrations dans une autre classe, dans une autre école qui était équipée d'un système bleu flux. Et là, ben, on voit bien qu'on arrive à maîtriser les concentrations nettement inférieures à 1500 ppm. On voit évidemment des oscillations en fonction de la présence pendant le temps de midi où les concentrations diminuent, etc. Mais donc, on voit bien qu'avec un système de ventilation, on sait contrôler ces concentrations en CO2, donc cette qualité de l'air, ce qu'on n'arrive pas ou très difficilement à faire juste avec les fenêtres. Alors en plus, l'ouverture des fenêtres, ben, elle dépend de nombreux paramètres. Elle dépend des conditions météorologiques, de la vitesse du vent, donc le flux réel qui va passer au travers d'une fenêtre ou de plusieurs fenêtres, mais dépend du vent, dépend de la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur. Ça dépend du nombre de fenêtres qui sont ouvertes, de leur position, de leur dimension, de leur type, de leur position par rapport aux façades. Si on a plusieurs fenêtres sur une même façade, ça va être beaucoup moins efficace que si on a des fenêtres sur des façades différentes. Donc tout ça n'est pas si évident. Ici, quelques ordres de grandeur de débit. Donc le débit augmente avec la surface de la fenêtre, mais aussi avec la différence de température entre intérieur et extérieur. Donc dans le cas d'une seule fenêtre, ce qu'on appelle la ventilation monofaçade, finalement c'est la différence de température entre l'intérieur et l'extérieur qui va générer un flux. Et donc dans ce cas-là, c'est la hauteur de la fenêtre qui est importante. Dans le cas de l'ouverture des fenêtres, la profondeur du local est aussi un élément qui est clé. On considère en général que si on ventile avec des fenêtres sur une seule façade, ben, on n'arrive pas à faire circuler cet air dans un local d'une profondeur de plus de 2 mètres. De 2 fois la hauteur du local. Dans le cas où on fait de la ventilation traversante entre 2 façades, on considère que ça peut potentiellement marcher jusqu'à une profondeur du local qui est de 5 fois la hauteur du local. Donc ça montre qu'il y a quand même toutes des limitations importantes à cette ouverture des fenêtres. Alors il y a également d'autres inconvénients de l'ouverture des fenêtres, c'est évidemment le courant d'air, l'inconfort thermique, j'en ai parlé en hiver, mais de plus en plus aussi en été. Il y a la consommation d'énergie, évidemment, on n'a pas la sensation qu'on consomme de l'énergie directement, il n'y a pas de ventilateur, il n'y a pas... mais cet air froid qui rentre en grande quantité à certains moments dans la pièce doit être
compensé par du chauffage. Il y a le bruit extérieur, j'en ai parlé, les courants d'air. Donc c'est non contrôlé, variable et très incertain. Mais en attendant de mieux, évidemment, ça peut être une solution d'ouvrir les fenêtres. Et dans ce cas-là, alors on vous conseille très fortement de contrôler ce qu'on fait grâce à une mesure de CO2, comme on l'a montré ici un petit peu dans l'étude de l'UCL, qui permet finalement de voir où on en est en termes de CO2 et de voir si on doit augmenter, diminuer l'ouverture des fenêtres, finalement d'optimiser un petit peu cette solution transitoire d'ouverture des fenêtres en attendant de mieux. Alors, il existe toutes sortes de capteurs CO2 sur le marché ou de systèmes de mesure de la concentration en CO2. Je vous présente ici quelques caractéristiques importantes, comme ça vous savez peut-être un peu quoi choisir dans quelle situation. Il y a ce type de capteur, par exemple, qui permet un affichage direct et une mesure instantanée, une mesure ponctuelle. Comme on le voit ici sur l'image, c'est plutôt un instrument qu'on va utiliser pour sensibiliser à une mesure ponctuelle. On va faire une mesure dans un espace à un moment donné et on va mesurer qu'on est à 3000 ppm par exemple et on va aller dans d'autres locaux mesurer d'autres mesures. Il y a d'autres systèmes qui, eux, permettent un enregistrement des données. Donc il y a beaucoup de systèmes sur le marché qui permettent ça, qui sont connectés à une base de données sur Internet, et puis les graphiques sont accessibles sur un smartphone par exemple. Et là, on peut voir, alors on peut visualiser les concentrations en CO2 dans les différents bureaux d'un bâtiment, dans les différentes classes d'une école par exemple. Il y a encore d'autres systèmes qui ont vraiment un affichage et des systèmes d'alarme, soit avec des petites LED de couleur, soit même avec des alarmes sonores. On peut paramétrer par exemple une alarme à 1500 ou 2000 ppm, ce qui donne une indication aux occupants qu'il faut à ce moment-là ouvrir plus les fenêtres. Donc ça, c'est une stratégie qui est possible aussi. Alors, quand utiliser un capteur CO2, ça va un peu dépendre du nombre de locaux qu'on a à contrôler et du nombre de capteurs qu'on a disponibles. Évidemment, l'idéal, c'est d'avoir une mesure permanente du CO2, par exemple avec un système d'enregistrement comme celui-ci. Donc là, on peut vraiment voir en direct et a posteriori quelles sont les concentrations dans les différents locaux et on peut vraiment adapter l'occupation de ces locaux, le fait de faire des pauses organisées d'une manière différente, le fait d'ouvrir davantage des fenêtres ou autres. Donc ça, évidemment, c'est l'idéal d'avoir une mesure de CO2 en continu si ces capteurs de CO2 sont disponibles ou si on peut s'en procurer en nombre suffisant. Dans d'autres cas, on pourrait se contenter par exemple d'avoir une mesure aléatoire du CO2. Imaginons qu'on a un capteur CO2 qu'on se partage pour plusieurs classes ou pour plusieurs bureaux. On peut un jour l'utiliser dans une classe, essayer d'adapter un petit peu la stratégie d'ouverture des fenêtres sur base de ces mesures et puis l'appliquer dans les autres locaux par la suite. Donc dans ce cas-là, c'est important d'avoir quand même un affichage direct pour pouvoir directement voir ce qui se passe et pouvoir adapter en conséquence. Et donc là, l'idée, c'est plutôt voilà, d'optimiser euh, l'ouverture des fenêtres, par exemple, puisqu'on parle de l'ouverture des fenêtres maintenant, sur base de ce capteur mobile qui va passer de pièce en pièce pour mettre en place finalement des stratégies d'aération avec l'ouverture des fenêtres qui sont le plus efficaces possible dans les limites qu'elles permettent. Mais donc finalement, tout ça montre que l'ouverture des fenêtres généralement ne sera pas suffisante, non seulement pour répondre aux exigences, par exemple, de la réglementation lieu-travail, euh, mais aussi pour l'objectif derrière ces réglementations qui est vraiment d'évacuer les polluants et d'assurer une bonne qualité de l'air. Et donc à terme, il faut toujours avoir en tête de prévoir un système de ventilation efficace, que ce soit un système C, un système D, un système C-Hall, un système D-Boost, comme je l'ai montré. Alors bien sûr, c'est pas toujours possible du jour au lendemain d'installer ça dans un bâtiment existant, mais c'est là que l'élément clé est vraiment le plan d'action qui est nécessaire aussi bien dans la réglementation lieu de travail que dans la loi du 6 novembre 2022 pour les lieux publics. Donc ce plan d'action qui pourrait décrire par exemple, OK, dans une période transitoire, on va s'équiper d'un certain nombre de capteurs CO2 et maîtriser le mieux possible l'ouverture des fenêtres qu'on applique actuellement. Et puis, on va prévoir l'installation d'un système de ventilation à terme ou plusieurs systèmes de ventilation décentralisés dans les espaces en phasage, par exemple. Donc, ce plan d'action est vraiment essentiel.
J'en arrive maintenant aux conclusions en espérant ne pas avoir trop débordé sur le temps et vous pourrez ensuite poser vos questions. Donc, quels sont les principaux messages à retenir de ces différentes parties de ce webinaire? Donc, la qualité de l'air, c'est vraiment quelque chose qui est très important, aussi bien pour le confort que pour la santé, même si on ne le perçoit pas directement. Il y a des polluants inodores, invisibles, mais qui sont bien présents. La ventilation, jusqu'à preuve du contraire, est le moyen le plus efficace pour assurer une maîtrise de cette qualité de l'air, beaucoup plus efficace que les infiltrations, que la purification d'air ou que l'ouverture des fenêtres, par exemple. Il y a ensuite plusieurs réglementations qui sont relativement contraignantes. La PEB pour les bâtiments neufs, le lieu de travail, le code du bien-être au travail pour les lieux de travail et la loi du 6 novembre 2022 pour les lieux ouverts au public. Ensuite, il existe différents systèmes de ventilation. Les plus classiques, aujourd'hui, c'est le système C et le système D, chacun avec leurs avantages et inconvénients. Et on a un certain nombre de systèmes innovants qui sont en cours d'étude, notamment le système C Hall et des Boost, pour lesquels, n'oubliez pas, vous pouvez remplir le petit formulaire pour nous proposer des exemples de bâtiments modèles. Ensuite, pour un système de ventilation, qu'il soit existant ou qu'il soit à installer, la conception est vraiment essentielle pour avoir des systèmes de ventilation performants. Donc, on ne peut que vous recommander de faire appel à des professionnels, peut-être directement à un installateur pour les bâtiments de petite taille, les systèmes, les petites installations, certainement à un bureau d'études pour les bâtiments de plus grande taille. Puis la consommation d'énergie, c'est une conséquence directe de la ventilation, mais heureusement, elle peut être limitée grâce à différentes solutions, comme la récupération de chaleur, donc le choix du système D, la ventilation à la demande, et puis toute la conception du réseau et le choix du ventilateur. Et enfin, l'ouverture des fenêtres, même si dans un bâtiment existant, on n'a pas le choix, mais ça ne peut être qu'une solution transitoire, prévue dans un plan d'action vers un système de ventilation, car ce ne sera jamais vraiment efficace en termes de confort, de qualité de l'air et de consommation d'énergie. Voilà, je pense que j'en ai terminé, donc je laisse la parole à Pierre pour gérer éventuellement les questions. Bien, merci beaucoup Samuel pour ce bel exposé. Alors, pour ne pas l'oublier, je vais mettre le lien vers le formulaire d'évaluation ici dans le chat box. Donc, si vous pouvez avoir la gentillesse de le remplir avant de quitter la réunion, ça ne vous prendra que 5 minutes. Et alors maintenant, nous allons passer à vos questions que vous pouvez poser soit à l'oral, soit en la déposant dans le petit chat. Voilà, avez-vous été convaincu par l'importance de la qualité de l'air intérieur dans les bâtiments, pour vos bâtiments? Alors, je vois Madame Abimana a posé une question. Oui. Oui, vous avez la parole, mais votre micro est coupé. Oui, déjà un grand Voilà. merci pour cet exposé qui est très clair, très pédagogique. J'ai pu comprendre beaucoup de choses. Merci. Et je voulais savoir, comme dans beaucoup d'associations, elles sont pas propriétaires et souvent elles sont précarisées. Ça veut dire elles ne peuvent payer que des petits loyers. Et si le propriétaire n'est pas prêt à faire l'investissement qu'il faut pour une ventilation centralisée, est-ce que le locataire peut facilement mettre une ventilation décentralisée? C'est une question. Et puis pour les bâtiments qui sont dits classés où on ne peut pas mettre par exemple un truc d'air conditionné sur la façade extérieure, est-ce que la ventilation décentralisée peut se faire sans aller sur la façade? Ce sont les deux questions. Alors pour la première question, donc effectivement, c'est une situation qui peut être plus compliquée quand on n'est pas propriétaire du bâtiment.
Euh, il est probablement possible d'installer des systèmes décentralisés par le locataire, mais c'est peut-être préférable quand même d'essayer de négocier avec le propriétaire, qui lui-même est soumis à certaines exigences. Donc si c'est un bâtiment rénovation lourde ou bâtiment neuf, bon, c'est pas le cas des bâtiments existants, mais donc il y a la PEB. Et puis, quelque part, ben, quel que soit le locataire qui occupe son bâtiment, ben, chaque locataire sera soumis plus ou moins aux mêmes contraintes. Donc, quelque part, il devrait y avoir un effet aussi de pression sur les propriétaires et peut-être sur le potentiel de son bâtiment en fonction qu'il soit ou non équipé d'un système de ventilation. Pour la deuxième question, donc les systèmes décentralisés, effectivement, nécessitent un accès en façade, donc pour la prise d'air et le rejet d'air. Et donc, si on est en façade à rue et que c'est une façade classée, ça peut être assez vite compliqué. Donc, c'est peut-être possible alors de plutôt se placer sur les façades arrière ou sur les façades qui ne sont pas classées ou d'aller vers un système centralisé. Mais tout ce qui est prise d'air, mais c'est valable aussi pour les grilles d'alimentation des systèmes C, en façade qui sont classées, c'est vrai que c'est souvent très compliqué, effectivement. Mais là, il y a aussi parfois des dérogations qui sont possibles, notamment. Ok. Moi, j'avais une question Oui. concernant la ventilation double flux. Donc, on doit équilibrer l'arrivée d'air et le départ d'air, hein, l'amener et l'extraction. Mais en fait, comment ça se passe quand on veut varier le débit d'une pièce à l'autre? C'est-à-dire on va avoir une pièce qui va avoir une forte occupation, une autre nettement moins, et le tout va être très variable. Et ce que j'ai parfois constaté, c'est que les ventilations double flux fonctionnaient un peu en tout ou rien, donc tout ventilé à une certaine vitesse ou tout ventilé à une autre vitesse. Est-ce qu'il y a moyen de Mhm. réguler par rapport à cette occupation qui est justement très variable dans certains cas? Oui, donc plusieurs éléments dans la question. Donc c'est vrai que je ne vais pas insister là-dessus, mais pour un système D, c'est important d'avoir un débit de conception et en utilisation qui est équilibré entre l'alimentation et l'extraction. Puisque je vous l'ai dit, on ne peut pas accumuler d'air à l'intérieur, donc il faut vraiment avoir le même débit qui rentre et qui sort. Sinon, si on a un déséquilibre au niveau du système D mécanique, ben, finalement, on va forcer des infiltrations ou exfiltrations dans l'enveloppe, donc on va gaspiller de l'énergie. Donc ça nécessite, au niveau de la conception, de prévoir des débits de conception qui sont en équilibre et peut-être parfois d'ajouter certains débits d'extraction. On a généralement plus d'exigences pour la pulsion, pour l'extraction, dans beaucoup de bâtiments, bureaux, salles de réunion par exemple. Donc, on va rajouter des extractions supplémentaires pour avoir cet équilibre au niveau de la conception. Et puis, pendant la régulation du débit, il faut aussi maintenir cet équilibre. Et donc, ça doit faire partie de la stratégie de régulation. Et pour la régulation, donc, j'ai présenté deux solutions. Donc, soit on a une régulation centralisée et on va faire varier le débit total en même temps, alimentation et extraction, par exemple sur base d'une horloge. Et donc, c'est déjà mieux que rien, parce que plutôt que de fonctionner en continu, ben, on coupe la ventilation pendant la nuit, tôt le matin, tard le soir, quand il n'y a personne. Et donc, finalement, on ne ventile en gros qu'un tiers de la journée. Et donc, ça, c'est une ventilation centralisée pour toutes les pièces en même temps. Et donc, quand on considère qu'on est présent, ben, on va avoir le débit souhaité, le débit nominal, en équilibre, alimentation, extraction. Maintenant, si on veut aller plus loin, il est possible effectivement de réguler pièce par pièce avec des capteurs, avec des clapets. Et donc là, il faut que ce soit un système qui intègre tout ça. Et donc notamment, on va avoir les clapets qui vont réguler l'ouverture, la fermeture de certains diffuseurs, de certaines bouches. Et puis il faut avoir une communication avec le groupe de ventilation pour adapter le débit d'extraction, par exemple, en fonction de ce qui est souhaité à l'alimentation. Donc ça nécessite un peu de conception aussi pour la partie régulation. Il faut savoir enfin que certains groupes de ventilation sont aujourd'hui équipés de ce qu'on appelle une régulation automatique des débits, c'est-à-dire qu'ils ajustent en continu au niveau du groupe le total d'alimentation et le total d'extraction pour les maintenir en équilibre. Donc c'est sur base d'informations qui sont connues dans le groupe, soit un capteur de pression, soit une mesure de la consommation électrique. Et donc évidemment, ces systèmes sont plus faciles à concevoir au niveau de la régulation parce que si on ferme des clapets à certains endroits, le débit va varier.
c'est détecté par le groupe qui va automatiquement adapter le débit d'extraction sur la même valeur. Ok, merci beaucoup. Merci beaucoup. Alors, il y a une question dans le chat, c'est Monsieur Caudron. Concernant les échangeurs de chaleur, je n'étais pas au courant du système à roue. Quel en est le coût comparé aux échangeurs à plaques et quel système est le plus rentable? J'imagine en récupération d'énergie. Oui, alors je pense pas que c'est tellement une question de coût qui va se jouer entre les deux. Je pense qu'il y a des gammes de prix qui sont similaires pour les échangeurs à plaques et les échangeurs à roues, mais donc ils ont chacun un peu leur spécificité. Donc un échangeur à roues pourrait éventuellement être plus compact qu'un échangeur à plaques, certainement pour des débits importants et pour des grosses machines. Donc l'échangeur à plaques, on l'a vu tout à l'heure, pour avoir cet échange de chaleur, en général, c'est un échangeur qui est relativement allongé. L'échangeur à roue peut être plus compact pour les grands débits. Par contre, l'échangeur à roue a une récupération de chaleur qui est généralement un peu moindre, donc c'est plutôt dans les 65-70%, alors qu'avec les échangeurs à plaques, on est plutôt à 80-85%. Mais ça peut valoir le coup quand même dans une installation où éventuellement les pertes de chaleur une partie de l'année sont quand même limitées au niveau vraiment de l'équilibre besoin de chauffage et système de chauffage. Et que par contre, on a vraiment l'intérêt d'avoir une certaine récupération de l'humidité, par exemple. Donc, c'est vraiment, le choix va plutôt s'opérer au niveau possibilité de récupérer l'humidité et avantage compact de la roue par rapport à l'échangeur à plaques en balance par rapport à un rendement de récupération de chaleur un peu moindre. Ok, merci beaucoup. Merci. Nous avons une question de Madame Van der Meulen. Bonjour. Vous avez évoqué une consommation liée à un système de ventilation et vous avez montré les avantages de chaque système, mais j'aurais souhaité avoir un point de comparaison au niveau des différents systèmes. Donc, j'ai peut-être l'idée préconçue que le système C est moins énergivore en termes de consommation que le système D, mais voilà, peut-être Ouais, j'aimerais vous entendre là-dessus. voilà, donc ça va plutôt être l'inverse en fait. Donc dans la consommation d'énergie, donc il y a deux volets. Je peux peut-être reprendre le slide qui en parle. C'était ici, je pense. Ouais. Donc au niveau de la consommation d'énergie d'un système de ventilation, il y a deux volets. Il y a d'abord l'impact sur le chauffage, simplement parce qu'on fait rentrer de l'air froid en hiver, qui peut être très froid, à l'intérieur du bâtiment et on fait sortir de l'air qui lui est chaud. Et donc forcément l'air froid va devoir être chauffé par le système de ventilation. Donc c'est pas le système de ventilation lui-même qui consomme cette énergie-là, mais il va impacter directement une consommation de chauffage supplémentaire. Et donc dans ce cas-là, et donc ça c'est l'élément en général le plus important, l'impact énergétique le plus important du système de ventilation. Et donc dans ce cas-là, le fait de pouvoir faire la récupération de chaleur avec le système D ben, réduit fortement cet impact sur le chauffage, ce que ne fait pas le système C. Une alternative pour diminuer l'impact sur le chauffage, c'est de vraiment ne ventiler que quand c'est nécessaire, donc c'est réguler les débits et ventiler le moins possible. Mais on doit quand même toujours un peu ventiler, donc pour encore aller plus loin, la seule solution, c'est la récupération de chaleur. Indépendamment de ça, les systèmes mécaniques, aussi bien système C que D, consomment de l'énergie pour les ventilateurs. Et donc là, un système D qui a deux ventilateurs va consommer un peu plus d'énergie que le système C, mais si on prend une vue globale, cette consommation d'électricité est généralement beaucoup moindre que l'impact sur le chauffage. Et pour limiter la consommation d'électricité, donc il y a vraiment une conception soignée du réseau, limiter les pertes de charge, le choix des ventilateurs. Et de nouveau, ben, si on ventile uniquement quand on a besoin, on va forcément consommer aussi moins d'électricité. Mais donc, par rapport à votre question initiale, a priori, le système D est beaucoup plus performant énergétiquement que le système C, grâce à la récupération de chaleur. Merci. J'étais attentive à cette question de consommation d'énergie
et que vous avez bien mis en évidence en disant attention, ça génère des consommations et pas spécialement des économies. Mais en tout cas, pour les écoles, l'installation de groupes de ventilation, je vais dire avec des gros débits, génèrent des consommations importantes. Voilà. Tout à fait. Donc pour la partie électrique, c'est évidemment lié au débit et donc relativement proportionnel au débit. Et donc pour les gros débits, en totalité pour un bâtiment, ça fait des consommations qui sont non négligeables, ça c'est sûr. Et donc le point clé là, c'est vraiment une régulation des débits et une conception du réseau. Mais il ne faut pas oublier que pour avoir la même qualité de l'air en ouvrant les fenêtres, par exemple, ben, on aurait une consommation de chauffage très élevée aussi, avec l'air extérieur qui rentre dans les pièces. Donc, ce qui est difficile en ventilation, c'est qu'on a toujours, entre une situation existante ben, où on n'a pas la bonne qualité de l'air et une situation finale, on va peut-être consommer un peu plus d'énergie, mais on a aussi amélioré le confort et résolu le problème de qualité de l'air, ce qu'on n'avait pas avant. Donc, si on partait d'une situation où on assurait le même niveau de qualité de l'air avec l'ouverture des fenêtres, le gain sur le chauffage serait beaucoup plus important. Je vois qu'il y a une question aussi sur l'entretien. Donc, c'est vrai que j'ai pas parlé d'entretien, mais donc au niveau de l'entretien, les éléments dans l'ordre de fréquence, je vais le dire comme ça, les éléments les plus importants, c'est le nettoyage et le remplacement des filtres pour le système D. L'ordre de grandeur, c'est quand même un remplacement au moins une fois par an des filtres d'un système D, quelle que soit sa taille. Ensuite, pour tous les systèmes, on a éventuellement les conduits et les ventilateurs qui devront peut-être être nettoyés. Donc pour les conduits, on parle plutôt d'un nettoyage, l'ordre de grandeur, c'est plutôt tous les 9-10 ans. Et puis, bah, il y a les bouches de ventilation, les grilles de ventilation qui peuvent être nettoyées facilement par le propriétaire, l'occupant ou du personnel d'entretien relativement régulièrement. Et puis avec le système D, on a aussi l'échangeur de chaleur qui doit être nettoyé au bout de quelques années. Donc il y a clairement un peu plus d'entretien pour le système D que pour le système C. Donc le plus important, le plus régulier, c'est les filtres. Et puis les autres composants, c'est toutes les quelques années jusqu'à tous les 9-10 ans pour les conduits. Bien, merci. Il nous reste théoriquement 1 ou 2 minutes pour une dernière question ou quelques autres. OK. S'il n'y a plus de questions, je vous remercie tous pour votre participation et votre intérêt sur le sujet. Grand merci à Samuel pour son exposé très clair. Et puis, merci à vous. Voilà, je vous souhaite une excellente journée. Bonne journée. Merci, au revoir. Merci.